qui, à mon avis, fait l'ingrédient unique d'Elon Musk, c'est sa propension à prendre des risques. Tester, échouer, recommencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Jump Seat, l'émission qui parle d'aéronautique et d'espace sur Twitch. Aujourd'hui, on va parler espace, on va parler plus précisément de SpaceX. On va en parler avec Maxime Puteaux. Bonjour Maxime. Bonjour Thierry. Maxime Puteaux qui est conseiller industrie chez Euroconsult. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ta belle entreprise ? Eh bien, Euroconsult, c'est une entreprise qui a 41 ans, spécialisée dans le conseil de marché dans l'industrie spatiale. Et on organise des conférences pour les décideurs de l'industrie, on publie des rapports sur l'industrie et on fait aussi du service de conseil aux industriels ou à toute l'industrie en général. Alors, en tant que journaliste, je peux dire que vos rapports sont tout à fait précieux. Et puis surtout, il y a ce que je vois moi comme la grand-messe du spatial tous les ans à Paris en septembre, qui s'appelait jusqu'à il y a peu la World Satellite Business Week, donc la semaine du business des satellites, et qui va s'appeler la World Space Business Week. On élargit le nom, on garde l'acronyme et on garde toujours le même format, 1500 décideurs de l'industrie du monde entier qui viennent parler du marché, mais aussi faire des affaires. Et donc, je peux en témoigner, une série de tables rondes, présentations, discussions, rencontres plus ou moins formelles, tout à fait précieuses pour tous les acteurs du spatial, y compris nous autres journalistes. On apprécie toujours l'invitation. Le début d'année, c'est traditionnellement un moment qui est chargé dans l'industrie spatiale, en particulier en France et en Europe, puisque les grands patrons du spatial franco-européen, traditionnellement, font leurs conférences de presse de début d'année, ce qu'on appelle les vœux, et c'est l'occasion de faire un point sur les programmes français et européens, donc à travers la conférence de presse du CNES, l'Agence spatiale française, la conférence de presse de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et son patron Joseph Aschbacher. D'habitude, il y a aussi Ariane Espace qui présente ses vœux en début d'année. Cette année, on est un peu frustré. Ariane Espace, il est encore temps d'organiser une conférence de début d'année. Et on va parler du grand concurrent d'Ariane Espace. Alors, Ariane Espace, ça a longtemps été un nom quasiment synonyme de fusée ou de lanceur pour beaucoup d'Européens. Mais aujourd'hui, quand on pense espace, on a plutôt tendance à penser en premier à SpaceX, indissociable bien sûr de son patron, son fondateur, Elon Musk, le controversé Elon Musk. C'est vraiment lui qui a créé l'entreprise. Il n'a pas racheté l'entreprise à quelqu'un d'autre, il a vraiment créé l'entreprise, Maxime ? C'est une des rares sociétés qu'il a créées à partir de rien, à côté de X.com, anciennement racheté par PayPal, là où Tesla et ses autres sociétés, ou Twitter, ont été rachetés en fait à ses fondateurs. C'était en quelle année, la création ? C'était en 2002 qu'il a créé SpaceX. Quel est son but ? Est-ce que son rêve ultime, c'est Mars, on peut le dire comme ça, et SpaceX est un moyen ? Comment on peut décrire ? Comment voit-il SpaceX en fait ? Comment Elon Musk voit-il SpaceX pour toi ? Elon Musk a plusieurs marottes, l'une étant de faire de l'espèce humaine une espèce interplanétaire, et pour y arriver, il a constaté qu'à l'époque l'industrie spatiale n'était pas en mesure d'atteindre l'idée qui se faisait du spatial, et qu'il du coup il devait s'impliquer. Historiquement, la première entreprise d'Elon Musk qu'il a créée dans la Silicon Valley était une entreprise de paiement en ligne, qui était en compétition avec PayPal. Au bout d'un moment, parce que les deux entreprises peinaient à gagner de l'argent et étaient déficitaires, les deux entreprises ont fusionné, et en vendant ses actions, Musk a gagné à peu près 130 millions de dollars, et donc sur cette fortune-là, il en a investi 100 dans SpaceX, qu'il a créé quelques années plus tard. Pourquoi ? Pour que ça corresponde à sa vision ? Exactement, faire de l'espace une espèce humaine, une espèce interplanétaire, mais aussi décarboner l'industrie et les transports. Et c'est pour ça qu'il a du coup créé SpaceX pour réaliser cette vision dans le spatial. Et plus tard, il a racheté Tesla pour matérialiser cette vision du transport décarboné. Est-ce que ce serait exact de dire que ce qu'il a fait jusqu'ici avec SpaceX, c'est-à-dire du lancement relativement classique de satellites, enfin classique, faut le dire vite, du lancement satellite, lancement des équipages vers la Station spatiale internationale, est-ce qu'il voit ça comme des étapes vers ce but interplanétaire ? C'est exactement ça. Et quand vous discutez avec des gens chez SpaceX, ils vous expliquent que n'importe quelle décision ou développement chez SpaceX doit contribuer à les rapprocher de Mars. Et apprendre à faire Falcon 1, faire Falcon 9, apprendre à faire Starship et le transport d'équipage, c'est autant de briques techno qu'ils maîtrisent et qui fait financer et payer par des clients qui sont intéressés par ces services-là. Est-ce que tu peux nous parler de son équipe ? Est-ce qu'il y a des gens qui le suivent depuis le début, par exemple ? Oui, en fait, on parle beaucoup de Musk et on a tendance à personnifier le succès de SpaceX à travers son fondateur. Mais en fait, il est entouré d'une brigade de lieutenants et de bras droits fidèles sur qui il a pu compter pour développer la société. Au premier plan duquel Gwynne Shotwell, qui aujourd'hui dirige toujours SpaceX. Il y a eu aussi Tom Mueller, Hans Koenigsmann. Alors les deux viennent juste de partir à la retraite et de créer leur propre société de transport spatial qui s'appuie sur l'arrivée de Starship. Mais en effet, il a pendant longtemps été épaulé
par ces équipes-là, des vétérans de l'industrie, qui l'est venu chercher, qui l'ont aidé à construire et à faire de ce qu'est SpaceX aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de points communs ou de différences avec l'objectif ultime de Jeff Bezos dans l'entreprise Blue Origin, qui est aussi une entreprise de lancement spatial. Blue Origin, d'ailleurs, on rappelle le nom, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais moi ce que j'ai compris, c'est que le nom Blue Origin, ce sera pour le jour où l'espèce humaine sera devenue interplanétaire, ce qui est aussi, je crois, une vision de Jeff Bezos. L'origine de cette espèce, ce sera la planète bleue. D'où le nom de Blue Origin. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux personnages et leur vision spatiale ? Tout à fait. Dans les deux cas, ce qui les anime, c'est d'être les pourvoyeurs d'une vision de développement des activités spatiales, constatant qu'en fait, aujourd'hui dans l'industrie, le monde des lancements est un frein par ses coûts, par ses contraintes. Et les deux ambitionnent d'enlever ces contraintes-là et en déployant l'infrastructure. Ça s'inscrit dans une vision très très nord-américaine qui fait un parallèle avec l'établissement des chemins de fer, des transaméricains, le développement des autoroutes, même plus récemment d'Internet, sur lequel se sont développés d'autres services d'infrastructure. Et on fait souvent le parallèle en disant que les personnes ont gagné de l'argent en construisant les chemins de fer aux États-Unis, mais par contre ça a évidemment permis dans son sillage de créer des villes, toute une économie en reliant les deux côtes. Et donc ce que Bezos dit notamment à propos d'Internet, c'est qu'il n'aurait jamais pu réussir avec Amazon s'il avait dû lui-même créer Internet à partir de rien. Et donc lui, il entend être le pourvoyeur de ces services-là, de ces transports-là, vis-à-vis de personnes qui vont un jour utiliser ces moyens de transport pour faire de l'espèce humaine, pour avoir plusieurs millions de personnes vivant et travaillant dans l'espace. Ça, là, tu parles toujours d'Elon Musk. Ça, c'est la vision de Blue. Ah, c'est la vision de Blue Origin, donc Jeff Bezos. De Jeff Bezos, oui. Donc, la vision de Blue, elle diffère, parce que la vision de Bezos, c'est d'avoir des millions de personnes vivant et travaillant dans l'espace. La vision de Musk, c'est de faire de l'espèce humaine une espèce interplanétaire pour que, au cas, c'est beaucoup plus pessimiste, c'est pour que, au cas où l'espèce humaine devait un jour être une menace pour elle-même, voire s'autodétruire, en étant présent à plusieurs endroits dans le système solaire, on pourrait perpétuer l'espèce humaine. Bezos, il a plutôt l'idée de sanctuariser la Terre et de pouvoir transférer les activités polluantes et de production dans l'espace. On est un petit peu... alors, de loin, les deux visions sont identiques, mais dans la nuance, on est vraiment sur deux visions très différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus pessimiste. Il nous faut de la résilience, il nous faut de la sauvegarde en étant dispersés à plusieurs endroits. Bezos, c'est plutôt sanctuarisons la Terre pour en faire un espace propre et profitons des ressources du système solaire pour y conduire des activités polluantes. Donc on parlait des visions en partie similaires, mais avec des différences notables entre Jeff Bezos, donc qui a créé Blue Origin, et Elon Musk pour SpaceX. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de travailler avec Elon Musk ou de travailler pour Elon Musk ? Quand on regarde les témoignages des employés actuels ou des anciens employés, qui sont d'ailleurs disponibles sur des sources ouvertes, les gens en parlent assez librement sur les forums, chez SpaceX, on travaille pour la cause. Par rapport aux autres concurrents de l'industrie, on n'est pas forcément très bien payé, encore plus compte tenu des horaires qu'on va effectuer, 70-80 heures par semaine, pour finalement réaliser la vision de Musk, d'accomplir très rapidement différentes étapes techniques. C'est le prix à payer pour travailler pour la cause. Évidemment, après, on en sort avec une aura et un prestige, parfois un burn-out. Ce que Musk appelle son mode ultra hardcore, c'est-à-dire pousser les gens dans leurs retranchements, moraux mais aussi physiques. C'est ce qui jusqu'à présent lui a permis de réaliser des miracles industriels, que ce soit chez Tesla ou chez SpaceX, en très rapidement amenant, si je prends le cas de Falcon 1, il a atteint le record de l'industrie, c'est-à-dire il a mis moins de 4 ans entre la création de la société et le premier lancement, qui fut un échec. Et quand on compare cette rapidité avec d'autres acteurs de l'industrie, c'est du jamais vu. Pareil pour le modèle 3 de chez Tesla, dont l'industrialisation avait été longtemps sujette à débat. Le modèle 3, c'est le modèle qui a sauvé Tesla, qui lui a permis de s'élargir au grand public, à un modèle d'entrée de gamme. Tout le monde doutait de sa capacité à monter très rapidement en cadence. Il l'a fait, et là encore au prix d'un miracle industriel, en poussant les gens, en adoptant ce mode ultra hardcore. D'accord, ultra hardcore, donc comme son nom l'indique, qui ne se fait pas sans dégâts collatéraux. Exactement. Tu parlais de burn-out. Donc ça veut dire qu'en tout cas, quand on travaille chez SpaceX, en général, on adhère à la grande idée. On est déjà animé, à mon avis, par l'idée de faire partie, non seulement de ne pas être seulement témoin, mais d'être acteur de ces révolutions, puisqu'en 20 ans, plus de 20 ans, SpaceX a quand même transformé l'industrie. On est à la fois acteur, on est impliqué, et ce que décrivent les personnes qui travaillent chez SpaceX, c'est l'opportunité d'être impliqué très rapidement sur des projets et d'avoir un poids dans la décision, dans la suggestion, puisque finalement dans l'algorithme, ce que Musk décrit en comme un algorithme, il y a l'idée d'être ouvert à toutes les approches qui permettent d'aller plus vite ou moins cher, quitte à remettre en cause ce qui avait été décidé la veille. Et donc toute suggestion, quel que soit le niveau d'où elle vienne, est bienvenue. Et c'est pas sans faire tourner les têtes parfois des ingénieurs, mais c'est aussi c'est en ayant cette approche agile, on peut réinventer et accomplir ces prouesses-là. Donc d'après ce que tu dis, ce que je crois comprendre, c'est que Elon Musk, qui a plusieurs entreprises, les plus connues étant Tesla et SpaceX, bon, il y a aussi X, donc le réseau social. Alors est-ce que
Est-ce qu'il est très impliqué dans la gestion quotidienne de SpaceX ou est-ce qu'il délègue, enfin quel est son niveau de délégation auprès de Gwynne Shotwell? Le schéma entre le binôme, il est le suivant. À Musk, la vision, l'impulsion, et des fois l'impulsion pour accélérer les développements, et à Gwynne Shotwell, les développements et l'aspect opérationnel et l'aspect commercial. Donc on a d'un côté Musk qui est le visionnaire, le CTO de la société, il est PDG et directeur de la technologie, de l'ingénierie chez SpaceX, et à Gwynne Shotwell, l'aspect commercial et opérationnel. Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. D'où vient Gwynne Shotwell? Elle était dans l'industrie spatiale avant? Elle était dans l'industrie spatiale, elle travaillait pour une petite entreprise qui développait des moteurs, des lanceurs à propulsion solide, et très rapidement il y a eu je dirais un match entre les deux, et ils se sont bien entendus, et il y a une vraie complémentarité entre eux jusqu'à présent. On est en plein dans la culture américaine, dans le rêve américain d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Il y a un historien qui appelait les États-Unis l'extrême Occident. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans là. Oui, j'ai quelqu'un qui utilisé récemment dans un livre l'expression d'astro-baron, d'astro-capitaliste. On est vraiment dans l'idée, l'incarnation. Ce qui est le point commun en fait de Musk et Bezos, c'est d'incarner en fait à la fois une vision technologique. On a eu énormément de visionnaires, de gens qui se sont fait l'avocat de l'exploration spatiale. Je pense évidemment à Carl Sagan, Von Braun à son époque. Von Braun connu pour être le père des V2 allemands et ensuite du programme spatial exactement, américain. Apollo, de la 725. Et Carl Sagan, un grand vulgarisateur, qui a démocratisé le spatial et qui est à l'origine de plusieurs sondes emblématiques, notamment Voyager. Voyager, une sonde des années 70 qui fait le tour du système solaire. D'accord. Et qui aujourd'hui en sont sortis. On avait déjà des gens qui étaient capables d'apporter une vision dans le spatial. Ce qu'ont apporté Musk et Bezos, c'est évidemment des moyens. Entendu que la fortune de Musk, au départ, elle était relativement limitée, on parle de centaines de millions de dollars. Elle est aujourd'hui bien plus importante. Il a obtenu le statut d'homme le plus riche du monde, uniquement par la capitalisation de ses sociétés. Donc ce n'est pas de l'argent qu'il a en banque, c'est sur la valeur supposée de ces sociétés. Donc ça, évidemment, Bezos, lui, il finance depuis 24 ans Blue Origin. Mais ce qui, à mon avis, fait l'ingrédient unique d'Elon Musk, c'est sa propension à prendre des risques. Tester, échouer, recommencer. C'est ce qui les distingue vraiment. Et le cocktail des trois explique, à mon avis, aujourd'hui, le succès industriel de SpaceX. Les trois, c'est-à-dire donc la capacité à prendre des risques, l'argent, la capacité à lever des fonds ou à les injecter sur ses deniers personnels, et la capacité à tester, exécuter très rapidement. C'est à mon avis les trois éléments qui font son succès. Et effectivement, c'est tout à fait spectaculaire. On va essayer de décrire ce dont nous parlons. Qu'est-ce que SpaceX aujourd'hui? Donc Maxime, est-ce que tu veux bien qu'on présente les différents lanceurs ou projets de lanceurs de SpaceX? Celle qui est le plus souvent lancée, celle qui permet à SpaceX d'établir de nouveaux records en nombre de lancements, c'est Falcon 9 ou Falcon 9. Ça, c'est le lanceur en bonne partie réutilisable, pas entièrement, mais en bonne partie réutilisable de SpaceX. Depuis combien de temps elle existe, Falcon 9? Premier décollage en 2010, mais ce qui est important de bien garder en tête, c'est que sous l'appellation Falcon 9, en fait, on a vu plusieurs générations et de multiples itérations du lanceur. Le lanceur Falcon 9 d'aujourd'hui, qu'on appelle Block 5, n'a rien à voir avec le premier Falcon 9 en termes de puissance, en termes de taille, en termes de performance, mais c'est vraiment l'exemple de l'application de l'esprit Silicon Valley au lanceur, c'est-à-dire qu'on fait évoluer le produit et on apprend tout en l'opérant. Ce que fait l'industrie logicielle depuis sa création, mais ce qu'on était relativement hésitant à faire dans le spatial, puisque le spatial c'est très risqué, les lanceurs encore plus. Donc en général, quand on a réussi à figer un produit qui fonctionne, jusqu'à présent on n'y touchait pas. Avec Falcon 9, on apprend, on fait voler et on est payé par des clients pour les transporter, et en plus on améliore le produit tout au long de sa vie. Alors si on voulait comparer Falcon 9 Ariane 5 qui vient de prendre sa retraite, est-ce qu'en termes de puissance aujourd'hui, avec la version d'aujourd'hui, le Block 5, est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'on parle aussi de plusieurs tonnes en orbite géostationnaire? C'est relativement comparable. C'est un lanceur qui a une capacité d'emport de 20 tonnes en orbite basse, donc 6 à 7 tonnes en orbite géostationnaire, et qui d'ailleurs en fait existe pour ce marché des satellites de télécommunications qu'on place en orbite géostationnaire. C'est une orbite qui a 36 000 km d'altitude, qui est exactement l'endroit où on tourne, où n'importe quel satellite qui est posé à cette orbite-là tourne à la même vitesse que la Terre. Et on y lance des satellites très très gros, de la taille à peu près d'un minivan, d'un bus, parce qu'en fait, en étant à cette orbite-là, on est à un point fixe, ce qui fait que depuis la Terre, on peut communiquer avec le satellite sans avoir des instruments, des antennes très très complexes, puisqu'en fait, l'objet est fixe. Donc on n'a pas besoin d'avoir une antenne qui est mobile et ce qu'on appelle une antenne de poursuite. Alors que si on était beaucoup plus bas, comme par exemple si on prend les cas des Starlink ou de la Station Spatiale Internationale, et bien ils pressent très rapidement. Ils font le tour de la Terre toutes les 90 minutes, donc il faudra avoir une solution très complexe. Et donc le marché du jeu stationnaire, ça a fait le pain et beurre de l'industrie, au premier plan duquel Arianespace, en lançant des satellites pour des entreprises, des opérateurs de télécommunications, qui vendaient des services de télédiffusion, le bouquet télévision satellite, SES, Intelsat, Eutelsat, Inmarsat, c'était des clients. Et en fait, Musk avait commencé avec Falcon 1,
Et quand il s'est vu que le marché de Falcon 1, son marché potentiel était relativement limité, il a décidé de développer un lanceur plus gros, Falcon 9, pour pouvoir lancer ses satellites de télécommunication et concurrencer Ariane 5 et Arianespace. Et pourtant, aujourd'hui, le gros du marché, c'est plutôt en orbite basse. Et oui. On est entre 500 et 1000 km. C'est ça, selon les orbite définitions, à peu près, voilà, ouais. on est dans ces orbites-là. Et en fait, paradoxalement, la grande ironie de Falcon 9, c'est que le produit est devenu mûr à partir du moment où le marché pour lequel il était taillé a commencé à s'effondrer. Parce qu'on était... Alors, il a accéléré, Musk a accéléré cette transition, mais ce marché des satellites de télédiffusion, en réalité... En géostationnaire. Il a commencé à péricliter au début des années 2012-2014, quand on s'est rendu compte que des concurrents à la télé par satellite arrivaient, au premier plan duquel Netflix. Et en fait, le satellite, dans les années 2000, a raté le virage du haut débit. Pour résumer, c'est très très facile avec un satellite géostationnaire d'arroser un pays ou un continent avec un signal de télédiffusion. C'est beaucoup plus compliqué de fournir une connexion Internet, puisqu'en fait, là, il faut avoir des liaisons montantes, c'est-à-dire envoyer un signal au satellite, les descendantes, à chaque utilisateur. Tu cliques sur une vidéo, sur un lien, tu envoies un signal au satellite qui part à 36 000 km, qui le nettoie, l'amplifie, le renvoie au serveur sur Terre, et avec un peu de latence, et au final, des services qui étaient jamais très très bons. Pendant longtemps, Internet par satellite, c'était limité aux zones blanches, et même pour les zones blanches, c'était pas très bon. Et donc, au fur et à mesure que les débits se sont développés, que les services de télédiffusion, de télé à la demande, dont Netflix et compagnie, se sont développés, mais on s'est rendu compte que le satellite perdait des parts de marché, puisque finalement, entre du service à la demande de streaming et du service de canaux de bouquets satellites, où on a certes 200 chaînes, mais en fait, on prend toujours les programmes au vol, l'expérience utilisateur était bien meilleure. Et le satellite a raté ce virage-là, et du coup, on a vu des opérateurs qui se sont dit, finalement, il y a moins de chaînes qui me louent mes satellites, et du coup, les opérateurs qui exploitent ces satellites-là, ils se sont dit, je vais arrêter d'en commander. Faut se dire qu'à l'époque, le marché était tellement prédictif, on parle de satellites qui vivaient pendant 15 ans, donc payés, lancés 200-300 millions d'euros, mais ils étaient remplis pour 15 ans. Donc c'était, et à titre d'exemple, Eutelsat, qui est l'opérateur de satellites français de télécommunications, était l'entreprise la plus rentable de France. Des anciens d'Eutelsat racontent que dans les salons du spatial, les gens faisaient la queue pour réserver de la capacité satellite sur 15 ans. Et à la fin du salon, le satellite était vendu. Et donc on avait le revenu moyen par employé chez Eutelsat, il était de 5 millions d'euros, parce que le business était extrêmement profitable. Et quand le business est un peu dégringolé, il y a eu cette phase de tétanie d'incertitude, alors que Musk amenait Falcon 9 sur le marché, qui était un lanceur qui devait casser les prix et tailler des croupières Arianespace. Donc le marché du satellite rate ce virage du haut débit côté géostationnaire, mais qu'apporte l'orbite basse? L'idée, c'est de Starlink, mais aussi de ses concurrents. Donc Starlink, on rappelle, donc, qui est une autre entreprise de... Alors, est-ce que c'est une entreprise? Non, c'est pas une entreprise à part entière. En tout cas, c'est un projet d'Elon Musk, en tout cas. C'est une activité, SpaceX, aujourd'hui, c'est une société de transport spatial et de communication. Et Starlink, c'est le projet, en 2015, d'Elon Musk, de dire, puisque finalement, dans la pyramide des revenus de l'industrie, dans la construction des satellites, on gagne assez peu d'argent, et c'est très cher. Dans les lancements, on gagne encore moins d'argent, et c'est encore plus risqué et encore moins rentable. Par contre, une fois qu'on exploite les satellites, dans les services, c'est-à-dire on descend dans la chaîne de valeur jusqu'à celui qui va acheter le service, là, les revenus, on est sur un facteur 20 ou 30. Donc on parle d'un marché annuel de 200 à 300 milliards de dollars, là où dans les lancements, on était évidemment 20 à 30 fois moins. Et donc Starlink, c'est l'idée de devenir opérateur de satellite pour aller adresser ce marché-là, qui est plus gros et en plus plus rentable. Et ça permet au passage, en fait, en plus de remplir le carnet de commandes de Falcon 9 qui en avait désespérément besoin. Puisque dans l'idée de Musk, pour aller sur Mars, il faut pouvoir être réutilisable. Pour être réutilisable, il faut que ça vaille le coup et qu'on lance beaucoup. Puisque le lanceur arrivait sur un marché qui était en train de s'effondrer, il fallait trouver un moyen de le remplir. Et donc, autant créer sa propre demande, devenir son propre client et ensuite aller commercialiser cette capacité de transport. Pour faire l'analogie, c'est comme si Boeing ou Airbus devenaient Air France ou United Airlines pour aller passer de... Et aujourd'hui, SpaceX, c'est un opérateur de satellite et c'est aussi un excellent lanceur utilisable, un gestionnaire de flotte. Donc vraiment, il y a eu une bascule du métier pour finalement aller sur un marché plus gros et plus rentable pour financer le rêve martien. Et ça, c'est un reproche qu'on a fait, que certains Européens font à SpaceX en disant vous êtes votre propre client, c'est facile d'alimenter vos lancements avec Starlink. Mais pourtant, bien sûr, SpaceX a d'autres clients, il n'y a pas que Starlink. Est-ce qu'on connaît la proportion aujourd'hui que représente Starlink dans le carnet de lancement de SpaceX? Alors l'année dernière, c'était 70% des lancements de SpaceX étaient des lancements Starlink. Donc en fait, autant de lancements où SpaceX n'a pas de clients qui payent pour le lancement, c'est un lancement à perte, mais sur lequel SpaceX espère se rembourser en ensuite vendant les revenus Starlink. Et aujourd'hui, dans les revenus de SpaceX, Starlink, c'est 40% des revenus. En moins de 5 ans, c'est devenu une part extrêmement importante des revenus de SpaceX, en plus des lancements. Lancements pour, en effet, comme tu l'as dit, pour les concurrents de Starlink, et pour d'autres opérateurs satellites, qu'ils soient gouvernementaux ou commerciaux.
la NASA est aussi un très gros client de SpaceX. Est-ce que la constellation Starlink, donc qui est en orbite basse et encore une fois qui fournit de l'Internet haut débit à tout client, est-ce que cette constellation elle est complète aujourd'hui ? Oui, on est à plus de 5000 satellites. La première génération est considérée comme opérationnelle, avec des durées de vie de satellites qui sont assez courtes. D'où le besoin de évidemment de la rafraîchir, de la compléter. Recompléter. Elle a aussi un problème, c'est qu'elle est victime de son succès, Mmh. puisque en orbite basse, on est beaucoup plus proche de la Terre, on a une meilleure latence, c'est extrêmement intéressant. Meilleure latence, c'est-à-dire un temps de communication plus court. Beaucoup plus court. On est jusqu'à entre 500 et 600 km de distance. Finalement, parfois, le satellite Starlink, il est plus proche de vous que Paris depuis Lyon. Et donc on est beaucoup plus proche, mais par contre il faut beaucoup plus de satellites et il faut des antennes aussi un peu plus différentes on saute d'un satellite à un autre en quelques minutes. Mais il faut en effet, donc la constellation elle est aujourd'hui victime de son succès puisqu'il faut sa couverture elle est homogène, mais évidemment les utilisateurs ils sont là où ils n'ont pas d'accès à Internet et on observe des fois une dégradation du service parce que souvent les gens se connectent tous en même temps et donc Starlink a besoin d'améliorer ses services en lançant des satellites plus gros et pour lancer ces satellites plus gros il faut un lanceur plus gros donc il faudrait un Starship. Aujourd'hui Starlink c'est des satellites qui faisaient 300 kg jusqu'à présent, on estime qu'ils en font 500 à 600 et on annonce avec Starship des satellites Starlink qui feront jusqu'à 1 tonne 2 et qui feront 12 mètres de long. Par satellite. Pour être plus gros, plus puissant, pour répondre aux besoins de plus d'utilisateurs. Alors cette durée de vie qui est courte, elle s'explique par une sorte de traînée résiduelle, c'est ça, une atmosphère résiduelle qui freine un petit peu le satellite et qui in fine le fait tomber, on peut le dire. Exactement. Il n'y a pas de frontière extrêmement définie entre l'atmosphère terrestre et l'espace. D'un point de vue théorique, on se fixe en général à 100 km, c'est pratique. Mais en fait, plus on monte, moins on a d'atmosphère. Et par exemple, à l'altitude de la Station Spatiale Internationale, autour de 400 km, on a toujours ces résidus d'atmosphère. Et compte tenu de la surface de la Station Spatiale Internationale et de ses panneaux solaires, et finalement, la Station Spatiale est toujours plus ou moins ralentie. Et si on ne la rehaussait pas, si on ne remontait pas son altitude en allumant les moteurs, elle serait amenée à redescendre. Donc, toujours ce besoin de remplacer plus ou moins rapidement. Mais chez SpaceX, c'est aussi une autre idée. Pourquoi on leur donne une durée de vie assez courte ? C'est aussi pour profiter de l'innovation. Le Starlink de 2018, les deux premiers qui s'appelaient Tintin, n'ont rien à voir avec le Starlink qui existe aujourd'hui. Et l'idée, c'est rapidement d'amener de l'innovation avec des cycles assez courts. Alors en présentant SpaceX, on a parlé de Falcon 9, on a parlé de Starlink, la constellation de communication en orbite basse, qui est une activité importante. Donc tu disais 40% de revenus à peu près chez SpaceX. 3 à 4 milliards par an l'année dernière. Chez SpaceX, et Starlink qui alimente le carnet de commandes de Falcon 9, donc SpaceX qui s'auto-alimente. On va continuer à présenter les lanceurs existants ou en projet de SpaceX. Est-ce qu'on peut parler du Falcon Heavy, s'il te plaît ? Falcon Heavy, c'était l'idée que dans la configuration de l'époque, Falcon 9 ne serait pas assez puissant pour aller pour viser le marché géostationnaire et qu'il fallait du coup assembler 3 corps principaux de booster Falcon 9 pour le faire plus puissant et adresser ce marché-là. La réalité, c'est qu'en fait, par l'augmentation progressive des performances de Falcon 9, on a eu de moins en moins besoin, le besoin de Falcon Heavy s'est fait de moins en moins pressant. Il continue d'être intéressant, il y en a jusqu'à présent 8 qui ont volé pour des missions assez spécifiques, mais on ne l'utilise que quand Falcon 9 ne peut pas accomplir ces missions-là, puisque finalement il est presque 3 fois plus cher, parce qu'il faut 3 boosters pour le faire fonctionner. Donc aujourd'hui, on le réserve à des satellites trop gros pour Falcon 9 ou le besoin de lancer des charges utiles très loin ou de les déplacer assez fréquemment dans l'espace. Et le dernier décollage de Falcon 9 Heavy, c'est la petite navette réutilisable automatique, le X-37B, qui on a lancé en orbite géostationnaire, enfin de transfert géostationnaire. Voilà, c'est profiter de la puissance, c'est le lanceur surpuissant quand Falcon 9 ne peut pas accomplir ce travail-là. Quid de Starship ? Qu'est-ce qu'on appelle Starship ? Starship, c'est le lanceur qui doit permettre à Musk de se poser sur Mars. C'est un lanceur qui fait plus de 100 mètres de haut, dont la capacité d'emport aujourd'hui elle est de 150 tonnes, là où Falcon 9 fait 20 tonnes en orbite basse. Starship c'est 150 tonnes, et qui est propulsé par les moteurs Raptor, qui sont des moteurs radicalement différents de ceux de Falcon 9. Falcon 9 aujourd'hui fonctionne au kérosène oxygène avec les moteurs Merlin. Le Starship fonctionne au moteur méthane oxygène et c'est un lanceur qui a vocation à être intégralement réutilisable. On le voit d'ailleurs sur la photo, vous avez 2 éléments et ce qui est la particularité de Starship, c'est que le pas de tir est aussi la zone d'atterrissage puisqu'il faut alléger absolument le lanceur, plutôt que de le faire revenir comme Falcon 9. C'est pas le lanceur qui atterrit, c'est le pas de tir, donc les 2 bras qu'on voit, ce qu'ils appellent les chopsticks, les baguettes,
qui récupère le lanceur et le pose le pose en douceur sur son pas de tir. Ce qu'on appelle les deux baguettes, ce sont les deux bras qu'on voit tout en haut. Là, Exactement, voilà. C'est qui montent et qui descendent. Et quand le lanceur est construit, donc on le voit sur la photo, sur les bâtiments en arrière-plan, le lanceur est transporté sur camion. Les baguettes tournent autour de la tour de lancement. Et les baguettes transportent les deux éléments. Donc le Super Heavy, qui est la partie argentée, c'est le premier étage de Starship. C'est lui qui emmène le Starship au-delà de l'atmosphère. Ce qu'on appelle à proprement le Starship, c'est l'étage supérieur qui est à la fois un étage supérieur, une capsule et un jour un atterrisseur lunaire. Et donc dans l'innovation de Starship, c'est que le pas de tir est à la fois le pas de tir, une grue, mais aussi la zone d'atterrissage du lanceur. Et ce pour permettre une réutilisation rapide, une diminution des coûts et donc in fine de réaliser la vision martienne de Musk. Donc si Starship réussit à se poser, il est attrapé entre guillemets par les deux bras. Exactement, oui. D'accord. Et ce qui revient se poser, c'est seulement la partie supérieure. Non, les deux. Séparément ou en même temps? Séparément. Starship à vocation à être intégralement réutilisable. Donc l'idée c'est de récupérer les différents éléments du lanceur. Alors où en est Starship de son développement? Aujourd'hui on en est au 2e vol. Un 3e vol a été annoncé cette semaine pour le mois d'avril. À l'occasion du 2e vol en fin d'année dernière, ils ont presque atteint l'orbite. Le premier vol d'avril du printemps dernier avait été un échec puisque le lanceur avait atteint à peu près 40 km d'altitude et puis avait été détruit. Ils ont été un peu plus haut l'année dernière. L'idée, c'est d'enfin d'atteindre l'orbite, puisque Starship n'est plus seulement un projet d'Elon Musk, mais c'est aussi un projet sur le compte de la NASA pour déposer ses astronautes sur la Lune. Et donc ces deux échecs jusqu'ici, donc nous on dit échec. Du côté de SpaceX, on voit plutôt ça comme un apprentissage. On parle de cette jolie formule démontage non programmé rapide, c'est ça? Le RUD. Vas-y, rapide. Disassembly. Et le RUD, ouais. En fait, ça reflète une approche marketing, mais aussi une approche culturelle vis-à-vis du risque qui est complètement différente. Le spatial a une aversion au risque, puisqu'on est sur des activités très coûteuses, ce qui souvent implique l'argent du contribuable, et donc on essaye de ne pas le gaspiller. Et donc on essaie que ça fonctionne, et souvent du premier coup, c'est très compliqué. Et du coup on est très conservateur. Dans l'approche muskienne, pour aller vite, il faut innover, et il faut avoir une appétence au risque et accepter aussi avoir une propension à l'échec. Ce qui change radicalement la manière dont on fait du spatial. En particulier dans le mode des lancements, on est dans un mode apprentissage, test, crash, échec, apprentissage, et ainsi de suite. Et on apprend l'idée de Musk, c'est d'apprendre de ses échecs et du coup de lui permettre de faire beaucoup plus vite. Là où on aurait tendance à figer le design, une approche. Ça s'explique aussi parce que dans le monde des lanceurs des satellites, une fois qu'on a allumé les moteurs ou lancé le satellite, on peut plus agir dessus. Donc on a tendance à être relativement conservateur. Alors que Musk est complètement différent là-dessus. Approche tout à fait nouvelle. On a une question de Franck May. Est-ce que c'est très intelligent de faire un vaisseau vertical dont le centre de gravité va forcément être assez haut pour allunir ou amarcir, donc en se posant sur Mars, sur des terrains pas forcément parfaitement plats? Alors, il faut déjà expliquer que Starship se décline en plusieurs versions. La version qu'on voit en démonstration actuellement, elle est vide, le haut du Starship. D'ailleurs, une des raisons de l'échec du deuxième lancement, c'est parce que le Starship était vide, alors que s'il avait eu un peu plus de masse et de carburant, il aurait probablement continué sa mission. Mais Starship se décline en plusieurs versions. Il existera pour lancer les satellites Starlink avec une approche qui est hyper intéressante. On n'aura pas la coiffe qui va s'ouvrir, encore une fois pour être utilisable, on va simplifier, on aura une trappe qui va s'ouvrir et les satellites se seront largués à l'horizontale. Là aussi c'est très intéressant. Et on aura une autre version, une version pour des satellites de tiers, les opérateurs de satellites, et il y en a une dernière version habitée qui soit restera dans l'espace, soit dans le cas de la NASA et du programme Artemis, se posera sur la Lune. Et en effet, on est sur un atterrisseur qui est peut-être 10 fois plus gros que celui qui a posé les astronautes lors du programme Apollo. Et il y a plusieurs questions d'incertitude sur la stabilité d'un tel engin. Ils ont notamment déplacé les moteurs dans la version lunaire, ce qu'on appelle le HLS, Human Landing System. La version lunaire du Starship, ces moteurs sont placés en haut pour déplacer un peu le centre de gravité. Mais la NASA fera une démonstration sans équipage avant d'emmener ses astronautes à bord pour tester ça. Donc, question tout à fait pertinente de Franck May. Merci Franck. Je voudrais revenir sur cette notion d'échec dans l'apprentissage. Est-ce que c'est vraiment Elon Musk? Est-ce que Jeff Bezos, par exemple, avec Blue Origin, a la même approche? Pas du tout. Et là, il ne peut pas être plus opposé. Blue Origin a maintenant 24 ans, est 2 ans plus vieille que SpaceX, et n'a toujours pas atteint l'orbite. Et en fait, la vision de Bezos, ça se traduit par le slogan de la société qui c'est gradatim ferociter, férocement, mais pas à pas. Lui a plutôt dans une approche, alors il a eu son programme de vol suborbital, ce qu'on appelle le New Shepard, où il emmène des astronautes
privé à la frontière de l'espace pour quelques minutes. Et lui, là, c'est une approche incrémentale, mais voilà, on démontre, on apprend petit à petit, on teste et on passe à l'étape d'après. Et si je prends l'exemple de son New Glenn, donc qui est son futur lanceur lourd, qui doit décoller cette année ou peut-être l'année prochaine, lui, par exemple, il avait annoncé qu'il souhaitait qu'il soit réutilisable dès le début. Alors que chez SpaceX, il a appris à échouer et il a atterri au bout de la 20e ou 30e tentative, avec des explosions spectaculaires que SpaceX relayait sur de la musique classique, illustrant que voilà, ça avait été une courbe d'apprentissage, que dans tous les cas, pendant ces lancements-là, qui étaient des lancements pour des passagers payants. Donc le satellite, satellite payant, donc Mm-hmm. le satellite client était Mhm. lancé, et c'est uniquement à partir du moment où la mission avait été terminée vis-à-vis du satellite client que SpaceX essayait de les faire atterrir. Alors au départ, en les faisant atterrir en mer, après sur barge, et puis après finalement au sol, et c'est en janvier 2015 qu'ils ont réussi le premier atterrissage. Donc des approches de risque qui sont complètement différentes. Si on, pour caricaturer, Bezos, il veut construire une Ferrari sans avoir aucune expérience. Musk, il a construit une Clio, et puis après, il monte en gamme et il construit une Rolls-Royce. On a JBO 777 qui nous a rejoint. Salut JBO 777. Bonjour, comment l'industrie considère-t-elle l'impact environnemental de tous ces lanceurs, alors que par exemple le transport aérien vise une décarbonation pour 2050 ? Un des arguments de la réutilisation, c'est de dire que finalement, c'est autant de matériel qu'on ne consomme pas. Tous les autres lanceurs aujourd'hui sont du matériel perdu et sont largués en mer. Une première part de l'aspect environnemental, c'est de dire en réutilisant, on économise autant de matières premières. Il y a en effet énormément d'études d'impact et l'industrie aujourd'hui se penche énormément là-dessus pour mesurer l'impact des lanceurs là-dessus sur l'industrie. À titre de comparaison, le spatial est une activité relativement marginale. Les lancements ont une activité polluante relativement marginale par rapport au transport aérien ou maritime. Et le lancement a un caractère assez ingrat parce que c'est l'aspect le plus spectaculaire, le plus visible. Et quand on fait des études économiques d'impact, en fait, c'est toute la partie production du satellite ou du lanceur qui est largement plus polluante que son lancement. Évidemment, le lancement n'est pas neutre. On a quelques projets de lanceurs. Je pense à une société allemande qui s'appelle iImpulse, qui nous dit que son lanceur est un lanceur neutre en carbone, puisqu'ils utilisent un carburant qui capture du CO2, qu'ils brûlent ensuite. Ils n'ont pas encore volé. Ils n'ont pas encore volé, voilà. Donc ils utilisent une paraffine, où il y a certains lanceurs qui veulent utiliser un carburant à base de plastique recyclé. L'activité de lancement n'est pas neutre. Et aussi spectaculaire soit-elle, elle n'est pas l'activité la plus polluante. Mais elle peut avoir des effets, et vu la densité de lancement à laquelle on s'attend dans le futur, ça va être une vraie question. Je tiens aussi à souligner que dans le cas du méthane, son effet de serre est bien plus puissant que celui du CO2. Aujourd'hui, on crame essentiellement du CO2 quand on crame du kérosène. Quand on va se mettre à cramer du méthane, aussi abondant soit-il, et avec l'appellation faussement de gaz naturel, c'est un gaz qui sera extrêmement polluant. Donc, Starship a fait le choix du méthane parce qu'en fait, c'est un des rares composés qu'on peut synthétiser à partir de l'atmosphère martienne. Encore une fois, il a conçu son lanceur et choisi un carburant pour pouvoir fabriquer le carburant en retour lorsqu'il sera sur Mars. Ce qui était plutôt ingénieux, puisqu'on n'aura pas besoin du coup de transporter à l'aller le carburant en retour, ce que toutes les missions spatiales doivent faire. Mais en termes de pollution, ce ne sera pas neutre. Quel que soit le carburant, que ce soit kérosène ou... juste deux exemples. Kérosène ou méthane, dans les deux cas, quand on brûle, le produit, c'est du CO2. Bien sûr. Par contre, tu fais peut-être allusion aux fuites de méthane ? Non, l'effet de serre du méthane est bien plus important. Oui, d'accord, mais le méthane, il est brûlé oui. le lanceur. Mais du coup, on va en cramer beaucoup plus et on va en cramer beaucoup plus souvent. Donc ça sera pas neutre. Et quand on crame du méthane, en fait, les résidus ont plus d'effet que quand on crame du kérosène. Ouais. Des résidus de méthane qui n'auraient pas été brûlés, tu veux dire ? D'accord, compris. Merci. Franck qui nous dit que ça dépend aussi des technos utilisés. Les lanceurs au kérosène polluent nettement plus qu'à l'hydrogène. Oui, surtout alors l'hydrogène, le lancement de petits satellites. L'hydrogène, c'est le carburant ultime qui a été utilisé par le shuttle, qui a été utilisé par Ariane 5, mais ça reste un carburant qui est compliqué à maîtriser. Et aujourd'hui, une bonne partie de l'industrie est en train de passer au méthane parce que le kérosène, on y reviendra, c'est peu cher, c'est abondant, c'est bien maîtrisé, mais en termes de performance, c'est pas très bon et ça encrasse les moteurs. Ça fait des suies. Quand on a vu la photo de décollage du Falcon 9, qui était une version réutilisée, il est toasté. Toasté au sens pas grillé. Ouais. Voilà, exactement. Il est toasté grillé, par la rentrée atmosphérique, mais aussi par la combustion du moteur. L'hydrogène, c'est idéal, c'est perçu comme un peu plus propre, mais c'est très compliqué à manipuler. On est sur des technologies cryogéniques. Et le compromis, c'est le méthane, qui est un peu meilleur que le kérosène, un peu moins bon que l'hydrogène, mais qui est beaucoup plus facile à manipuler, qu'on manipule à des températures beaucoup moins froides.
Par contre, qui nécessite d'avoir des lanceurs un peu plus gros. C'est pour ça qu'à moteur égal, on est obligé d'avoir, dans le cas du lanceur au méthane, un lanceur beaucoup plus gros qu'un lanceur à hydrogène. Pour une charge utile à identique. ISO charge utile. ISO charge utile, d'accord. Pensez à nous suivre sur Twitter, désormais X. Pensez à nous suivre sur Instagram, TikTok, Twitch, bien sûr, YouTube et tous les réseaux sociaux de la galaxie, ça nous soutient. On retourne à Falcon 9 puisque nous avons une magnifique maquette de Falcon 9, Falcon 9. On la voit en entier, merci Martin. Donc, un bel objet qu'on a sur la table. Alors, est-ce qu'on peut décrire quelques éléments de ce lanceur? Et puis après, j'aurais une question sur l'origine de ces technologies. Foo Glider qui nous dit Elon Musk aurait dû la faire horizontale, pas seulement pour le centre de gravité. Alors, c'est un élément qui est intéressant. Là, on fait référence à la conception du lanceur, mais dans l'aspect intégration, jusqu'à présent, une bonne partie des lanceurs étaient intégrés, c'est-à-dire étaient assemblés à la verticale. Ça nécessite des bâtiments très hauts, on pense au VAB. Le Vehicle Assembly Building en Floride, qui est un bâtiment qui faisait plus de 120 mètres de haut et qui assemblait les uns sur les autres les morceaux du Saturn. Ça a longtemps été le cas aussi pour Ariane 5. Exactement, Ariane 5. Ça compte en partie le cas pour Ariane 6 ou pour Vega. Et les Russes ont une approche toujours plus simplifiée en intégrant le lanceur à l'horizontale et en le redressant, ce qui implique d'avoir un bras et de le transporter, un bras qui redresse le lanceur à 90 degrés et qui le maintient. Mais ça permet de simplifier largement l'assemblage puisqu'on n'est plus à 120 mètres de haut, on est à 20 ou 30 mètres maximum. Et en plus, le moyen de transport est aussi finalement devient le pas de tir du lanceur. Alors sur cette maquette, est-ce qu'on veut dire un mot? Alors déjà des moteurs, alors on va partir du bas. Exactement. Donc tout en bas, ce sont les moteurs Merlin. 9 moteurs. Qui fonctionnent au kérosène et à l'oxygène. Alors le kérosène, il est embarqué sous sa forme liquide classique, et l'oxygène, il est embarqué sous forme liquide aussi, d'accord. Puisqu'on rappelle bien sûr, alors si on parlait d'aviation, l'oxygène, ce serait celui de l'air. Là, on va dans l'espace, il n'y a plus d'oxygène, donc il faut emporter son propre oxygène. Exactement. Le comburant et le carburant. Voilà, comburant, l'oxygène, carburant, le kérosène. Exactement. Alors là, on voit. Alors je touche pas la fusée parce que le centre de gravité est assez haut. On distingue ici les pieds qui sont repliés, c'est ça? Exactement. Les pieds qui serviront à l'atterrissage? Qui font 7 à 8 mètres de long, qui sont en carbone et en caoutchouc, et qui se déplient lors de l'atterrissage pour stabiliser le lanceur. Mais ça suffit pas forcément, notamment quand on atterrit en mer, puisque SpaceX a la particularité d'atterrir à terre, juste à quelques kilomètres du pas de tir, lorsque les missions le permettent. C'est beaucoup plus simple en termes opérationnels, alors que pour des missions qui sont trop énergivores, on n'a pas assez de carburant pour aller revenir au point de départ, donc on atterrit au large, des fois à plusieurs centaines de kilomètres du point de départ, au large de la Floride, donc soit à l'est, soit au sud de la Floride. Sur une barge, une sorte de péniche. Exactement, qu'il a aménagé, donc il en a plusieurs, notamment Of Course I Love You. Voilà, là on atterrit à terre, les pieds se déplient et le lanceur se pose. Pour la petite histoire, sur le premier atterrissage en 2015, l'atterrissage s'est fait de nuit. Et le centre de contrôle de SpaceX, évidemment, il est très loin, il est pas au pied du pas de tir ou de la zone d'atterrissage. Et on avait du mal à l'époque, personne ne savait à quel moment les booms supersoniques, donc le bang supersonique, ouais. Exactement. Ce gros bang quand le lanceur passe en régime transsonique, on ne savait pas à quel moment il interviendrait. Et pour le cas d'un lanceur utilisable, puisque ça s'était jamais fait, le Space Shuttle atterrissait comme un avion. Un navette spatiale, c'était une brique qui atterrissait, donc l'atterrissage était relativement doux. Là, on ne savait pas exactement comment ça se passerait. Et ce qui s'est passé, c'est que le lanceur s'est posé. Les gens, donc dans la nuit, ont vu cette boule de feu qui se pose, plus rien. Et en fait, le bang sonic est arrivé, il y en a eu 3, et ils sont arrivés ultérieurement. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens ont pensé qu'en fait le lanceur s'était bien posé au sol et ensuite avait pété au moment de l'impact. Et on a même des témoignages, et Musk qui raconte qu'ils ont sauté dans leur bagnole en sortant du bunker de lancement, là où la zone sécurisée où ils contrôlent le lancement, pour foncer au pas de tir et finalement être eux-mêmes les premiers surpris à voir que le lanceur avait survécu. Et qu'en fait, dans le cas de cet atterrissage, les booms arrivaient assez tardivement. Et aujourd'hui, on y est habitué. Et donc, la beauté de voir un lancement en Floride, c'est qu'on voit à la fois le lanceur décoller. Et dans le cas d'un retour sur Terre, on le voit aussi revenir et on profite du spectacle aller et retour. Donc le bang supersonique qui arrive au retour. Exactement. Ouais. D'accord. Alors au passage, je t'ai laissé finir, mais tu as mentionné à un moment, et prononcé cette jolie phrase en anglais, of course, I still love you. Rien à voir avec le fait que demain c'est la Saint-Valentin. C'est le nom de la plateforme. Musk, en tant que
geek utilise beaucoup de référentiels, alors soit des Black Potash, soit de la science-fiction. Black Potash, on peut penser évidemment à la ligne de produits Tesla, qui mise bout à bout les modèles S, les modèles X, les modèles 3 et les modèles Y, ça fait sexy. Et puis et des fois il emprunte beaucoup plus au lore de science-fiction. Donc Falcon est inspiré de Star Wars évidemment, Dragon est inspiré d'un roman, et of course Dragon, c'est la capsule Dragon, c'est la capsule d'équipage, ou capsule cargo. Et I Still Love You. Et Of Course Still Love You ou Just Read the Instructions, ça fait référence à d'autres bouquins de science-fiction. Il est évidemment aussi fan de H2G2, donc The Hitchhiker Guides of the Galaxy, le guide du voyageur intergalactique. Il y a beaucoup de références à ça. Dans les premières itérations de Starship, il y avait 42 moteurs, qui se trouve être la réponse à la question ultime et absolue dans ce guide-là. Bon, aujourd'hui, dans l'itération actuelle, il y en a un peu moins. Il y a ce tropisme culturel de la science-fiction, on le retrouve chez SpaceX. Quand vous rentrez chez SpaceX, le hall d'accueil ressemble à Men in Black. C'est intégralement blanc et noir, avec les mêmes fauteuils que dans Men in Black. Et quand vous passez le hall d'entrée de SpaceX, vous êtes dans le lobby intérieur, vous avez des ascenseurs, et au milieu des statues d'Iron Man, dont Robert Downey Jr., qui est l'acteur qui a incarné Iron Man dans les films Marvel, dit s'être inspiré d'Elon Musk, qui d'ailleurs fait une apparition dans le deuxième film Iron Man. La boucle est bouclée là. La boucle est bouclée, ouais. Et vous avez donc à la fois des statues geeks avec Iron Man. Je me souviens avoir vu des statues de Rick et Morty, et au milieu de nulle part une meule de fromage. Puisque lors du lancement inaugural de Falcon, enfin de la capsule Dragon, personne ne voulait être lancé, et Musk avait décidé de lancer une meule de fromage. Donc elle est toujours exposée chez SpaceX entre deux ascenseurs. On reprend sur notre maquette, donc on a parlé des moteurs, tout en bas on a parlé des pieds. Redis-nous la matière, caoutchouc et carbone. Et carbone. Wow. Le lanceur fait beaucoup appel à l'utilisation du carbone aussi sur l'aspect pour l'interétage. C'est tout simplement parce que c'est extrêmement robuste et léger. Il y a des fois où Musk a mangé son pain blanc, et par exemple sur la première version de Starship il voulait passer sur du carbone, il est revenu à de l'acier pur et simple parce que c'est bien plus simple et moins cher en maintenance. Ce lanceur il est blanc, mais il a l'air d'avoir beaucoup de suie dessus. Alors je réponds à JBO au C177, je n'ai pas joué avec des allumettes à proximité de la maquette, c'est simplement qu'elle est réaliste. Et oui, dans sa version actuelle, c'est un lanceur réutilisable qui a déjà été, donc qui a déjà volé, qui est revenu sur Terre, qui a l'essuie de rentrée, et qui là serait amené à redécoller dans cette maquette, dans cette version-là. On parle plutôt d'une capsule de vol habité. Alors là, on voit des sortes de grilles là autour de la maquette. Donc c'est des grilles qu'on appelle les grilles fines. Ça ressemble à des gros tamis ou des grosses raquettes, et c'est en fait un élément qui, d'un point de vue aérodynamique, est extrêmement intéressant. Lorsqu'on le donc là il est en version repliée. Il est ensuite déplié au moment de la rentrée atmosphérique, et il est mis sur un axe, et en fonction de son inclinaison, on peut contrôler le flux d'air dans lequel le lanceur pénètre, et en fait ça permet tout simplement de le contrôler, puisque on peut parler de gouverne en fait, comme exactement, c'est un gouvernail. La difficulté de faire revenir un lanceur sur la zone de SpaceX, aussi grande soit-elle, c'est comme si on lançait un stylo depuis l'Empire State Building et qu'on le faisait atterrir sur un post-it à l'autre bout de Manhattan. Donc pour avoir cette précision là, il faut évidemment des moteurs réallumables et qu'on contrôle. C'est pour ça qu'il y a des donc il y a des gimbals, ils sont montés sur gimbal. Ouais. Donc c'est des cardans, un gimbal, c'est ça? Les gimbals, c'est des cardans? Carnot, c'est... En tout cas, ça permet de faire... Ça permet de pivoter le lanceur sur deux axes. Et donc, j'appelle ça le mot rotule. J'utilise le mot rotule. Rotule. C'est donc un rotule articulé qui permet du coup de contrôler le flux. On les réallume plus ou moins pour contrôler la puissance. Évidemment, plus on s'approche du sol, plus on la baisse. Et donc, ces fameuses grilles fines sont particulièrement pratiques. Et SpaceX, c'est pas le premier à avoir les utilisées. On les retrouve sur le Soyuz. On les retrouvait sur la fusée lunaire N1. Alors, le Soyuz, il est pas réutilisable. Il s'en sert quand même? Non, mais ça lui donne la stabilité. Ouais. En fait, pour la tour de sauvetage, dans le cadre d'une mission nominale, les grilles sont sur la coiffe à l'intérieur de laquelle est la capsule des astronautes. On parle de Soyuz. On parle de sa capsule Soyuz. Mais dans l'hypothèse où la capsule devait être éjectée du pas de tir, qui est une hypothèse qui est toujours probable et dont on ne souhaite pas l'occurrence quand on a des astronautes, mais elle peut arriver. Dans le cas de Soyuz, en fait, le lanceur s'éjecte, la capsule s'éjecte du lanceur, et on déploie ces grilles qui donnent de la stabilité. Dans le cas de SpaceX, on n'a pas forcément cette approche-là. En fait, on a des moteurs ici qui permettent à la fois de contrôler le lanceur, la capsule, mais aussi de l'éjecter du lanceur s'il devait y avoir une explosion ou un danger et qu'on n'était pas en mesure de faire sortir les astronautes de la capsule.
C'est jamais arrivé jusqu'à présent. D'accord, pardon, la partie qui revient se poser, elle s'arrête Elle s'arrête ici, voilà. Elle s'arrête au moment, non, elle s'arrête au moment de l'adaptateur interétage, puisqu'en fait, les réservoirs s'arrêtent sur la partie jusqu'à la partie noire. Ici, c'est sur du creux. C'est un élément en carbone. Et ici, la deuxième partie blanche, c'est là où se situe le deuxième étage. C'est le seul élément qui est consommable encore sur Falcon 9. Ça ne le sera plus sur Starship. Et après, on passe à la capsule. Et donc ici, on est dans l'hypothèse où on transporte des astronautes ou du cargo. Et donc la partie ici, avec des panneaux solaires ou sans panneaux solaires, c'est ce qu'on appelle le trunk, le coffre. Là aussi, c'est consommable. Mais ces deux éléments-là... Consommable par opposition à réutilisable. Réutilisable, voilà. Donc ces deux éléments-là voyagent jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Le nez s'ouvre. Et on s'accroche à la Station Spatiale Internationale. Et lorsqu'on quitte la Station Spatiale Internationale, les deux éléments se séparent. Cette partie-là brûle dans l'atmosphère. Et c'est finalement uniquement cette capsule qui revient sous parachute. Initialement, Musk, lorsqu'il avait annoncé son projet de réutilisation, il avait envisagé l'hypothèse de faire un atterrissage propulsif à l'aide des moteurs Super Draco. Et la NASA n'était pas forcément très à l'aise à l'idée de faire atterrir ses astronautes sans parachute. Donc aujourd'hui, la capsule atterrit sous parachute, mais on aurait pu envisager qu'elle se pose uniquement de manière rétro-propulsée comme le premier étage. Impressionnant. Tu peux nous refaire la petite séquence séparation. Donc ce qui arrive au niveau de la station, c'est l'ensemble. On a la capsule Dragon. Ouais. Le module de support qui est en fait creux. Alors il est aussi creux dans la réalité parce qu'en fait c'est à l'intérieur duquel on va mettre des fois des éléments qu'on va amener à la station, des éléments non pressurisés. Je pense à des panneaux solaires, je pense à un SAS ou du matériel qu'on va sortir de la capsule avec le bras robotique canadien et qu'on va accrocher à la station. Et lorsque la capsule se sépare de la station, les deux éléments quittent la station, se séparent à bonne distance, ceci ça brûle, et la capsule revient en mer. Et pas plus tard que cette semaine, on a eu un amérissage avec cette fois-ci, petite particularité, des astronautes uniquement européens à bord. D'accord, alors avant de revenir sur les astronautes uniquement européens, mais depuis quand est-ce que SpaceX a fait suffisamment ses preuves, est-ce qu'on peut le dire comme ça, a suffisamment prouvé sa fiabilité pour être autorisé à lancer les astronautes ? Alors le premier vol avec équipage, il a eu lieu en 2020, en pleine période de Covid. Tout le monde était confiné, sauf les irréductibles de Floride. Et on a vu des milliers de personnes assister au décollage et à l'atterrissage. On a vu des bateaux de civils et de particuliers naviguer autour de la capsule. Et depuis, SpaceX transporte assez régulièrement des astronautes de la NASA, puisque SpaceX est le principal fournisseur de la NASA, mais aussi des astronautes tiers, donc des astronautes européens, émiratis, même aussi des astronautes privés, suffisamment fortunés qui s'achètent une semaine à bord de l'ISS. La capsule Dragon est vraiment aujourd'hui la capsule de référence. Elle a été développée dans le cadre d'un programme qui s'appelle Commercial Crew Program et qui devait permettre à la NASA d'externaliser le transport de ces astronautes, parce que la NASA souhaite se concentrer sur la Lune et a décidé de faire appel à l'industrie privée. Et donc Boeing est également le fournisseur, mais Boeing accuse un retard de plus de 4 ans et n'a toujours pas fait voler d'astronautes à bord de sa capsule Starliner. Je voulais avant de se lancer dans l'organisation industrielle de SpaceX, il y avait quelques points sur lesquels je voulais revenir. Donc tout d'abord sur la partie réutilisable, donc elle va jusqu'ici, c'est ça ? Exactement, oui. Et ça c'est le deuxième étage. C'est le deuxième étage. Alors c'est ici, une partie qui est consommable. Pour la maquette, il est creux, mais normalement il y a un moteur. Voilà, c'est un moteur Merlin. Donc un seul moteur. Un seul moteur Merlin, un peu, mais optimisé pour le vide avec une tuyère beaucoup plus grosse. D'accord. Donc d'habitude, imaginons que ce soit la formule lancement de satellite. Donc ce serait ici une coiffe avec un ou plusieurs satellites. Et donc le premier étage revient se poser. Le deuxième étage continue le voyage vers l'orbite, mais est consommable, donc viendra se brûler dans l'atmosphère ou être injecté sur une orbite de transfert dans le système solaire qui ne pose pas forcément de danger. La Tesla de Musk en 2018, elle est restée accrochée au deuxième étage et elle tourne autour du Soleil sur une orbite qui ne met pas en danger les satellites actuellement. Et le premier lanceur entièrement réutilisable de SpaceX, ce sera Starship. Ça sera Starship. Tout à l'heure. On n'a pas évoqué les coiffes. SpaceX a mis beaucoup d'énergie dans la récupération des coiffes puisque toutes les économies étant bonnes à prendre. Une coiffe, selon Musk, c'est 6 à 7 millions de dollars. Donc c'est un élément qui aujourd'hui est consommable, donc il a cherché à les réutiliser et donc à les récupérer. Ils ont essayé dans un premier temps de les récupérer avec des bateaux sous parachute avec des bateaux munis de grands filets. Ça impliquait une synchronisation extrêmement compliquée de l'élément qui retombe sous parachute avec le bateau et finalement le taux d'échec était assez important. C'est souvent tombé à l'eau et puis ils ont eu l'air de finalement s'en accommoder. Aujourd'hui les coiffes tombent à l'eau, elles sont récupérées par un bateau sans passer par la contrainte de récupération de ce grand filet que déployait un bateau. En coiffe qui se posent dans l'eau. Qui sont sous parachute, qui sont nettoyés
et qui servent ensuite à des lancements ultérieurs. Tu disais que récemment, que le dernier équipage s'est posé en mer, en l'occurrence, dans une capsule Dragon, c'était un équipage entièrement européen. Oui. Donc ça veut dire que l'Agence spatiale européenne a acheté ses services Exactement. à SpaceX. Oui, parce qu'actuellement, lorsque les astronautes vont dans l'ISS, ça fait partie de ce qu'on appelle un barter agreement, donc un échange de matériel ou de services. Et par exemple, lorsque l'Europe a fait lancer par les Américains via la navette spatiale son module Columbus, les Américains l'ont transporté gratuitement en échange d'un accès à ce laboratoire. Et donc, dans l'ISS, chacun met au pot commun et amène soit le moyen de transport, soit du matériel, soit des consommables, de l'eau, de l'oxygène, en échange de sièges sur les astronautes. Donc, en tant que partenaire de l'ISS, l'Agence spatiale européenne a un nombre défini de sièges sur l'ISS. Il s'est avéré que les pays membres de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, voulaient faire voler davantage leurs astronautes plus fréquemment, et parce que parce que les commandes de la NASA à SpaceX sont déjà définies et que le nombre de sièges est limité, l'Agence spatiale européenne a décidé de passer par un intermédiaire, une société qui s'appelle Axiom Space, qui a acheté à SpaceX, qui a réservé à SpaceX des vols de capsules Dragon, et qui les a vendus parfois à des astronautes privés, des touristes, mais qui a aussi les a vendus à des agences, et c'est par le biais de cette agence de voyage que l'ESA récemment a fait voyager 4 astronautes européens qui volaient chez SpaceX, mais qui volaient par le biais de cet intermédiaire-là. Et à terme, la société Axiom, elle a la vocation à développer des nouveaux modules qu'elle accrochera à l'ISS, et elle espère un jour avoir sa propre station spatiale privée lorsque l'ISS aura atteint sa fin de vie. Et en l'occurrence, on a un Européen qui joue un rôle important dans le programme Axiom, qui est Thales Alenia Space, qui fabrique les modules pressurisés qui font partie de la station spatiale. Une bonne partie des modules américains de la station en fait, ont été fabriqués en Italie. À Turin, ouais. Et dans le cas de Axiom, ils sont également fabriqués à Turin. Et l'Italie joue un rôle prépondérant dans le vol habité. Elle est à la fois partenaire de l'ISS en étant État membre de l'ESA, mais elle a aussi un accord de coopération spécial avec les Américains. C'est pour ça qu'on a toujours vu plus d'astronautes italiens voler sur l'ISS que d'autres nationalités européennes. Alors on a Oxfire Fox qui réagit, qui nous dit SpaceX fait des économies jusqu'à la longueur de la tuyère du 2e étage. Ça réduit légèrement l'efficacité du moteur, mais c'est négligeable. Ça fait partie vraiment de l'approche de SpaceX d'optimiser tout ce qu'on peut. Et de réduire les coûts et de même parfois d'enlever en effet lorsque c'est du surplus une souplesse impressionnante quand même. Une souplesse impressionnante, mais tout ça s'explique en fait par cette agilité, ça s'explique par l'organisation industrielle de SpaceX. Alors voilà, excellente transition. Donc tu disais ils hésitent souvent entre faire et faire faire. Et voilà, comment peux-tu décrire l'originalité de ce modèle? Il faut revenir à l'histoire de SpaceX. C'est-à-dire qu'il voulait faire quelque chose dans le spatial et pendant un moment donné, Musk, il avait un projet de poser une serre sur Mars. Avec une webcam, une serre avec des plantes. Et puis lorsqu'il avait ce projet-là, il n'y avait pas du tout de vocation commerciale, hein, c'était purement marketing ou spectaculaire. Et donc il a été voir plusieurs personnes et du spatial, des vétérans ou je dirais des esprits libres qui avaient gravité dans le spatial mais qui en étaient plus ou moins sortis. Et Musk est allé en Russie. Il avait le projet d'acheter des lanceurs aux Russes. Dans son témoignage, il a été extrêmement mal reçu par les Russes, qui ne le prenaient pas au sérieux. Et c'est là On était dans quelles années là? On parle au milieu des années 90, début des années 2000. Et en fait, c'est à la suite de cette déception-là, puisque les lanceurs occidentaux étaient trop chers ou n'étaient pas à vendre, les Russes ne prenaient pas au sérieux. Et c'est là à ce moment-là, dans le vol retour, il raconte que dans le vol retour depuis la Russie, c'est là qu'il a fait ses petits calculs et qu'il s'est rendu compte que ça coûterait beaucoup moins cher de faire des lanceurs soi-même et d'internaliser tout. Là où jusqu'à présent, ses concurrents américains et européens, ou même russes, les lanceurs étaient construits aux 4 coins du pays. Pour différentes raisons, soit historiques, soit politiques. En Europe, on fait du spatial pour des raisons politiques, donc chacun se partage des budgets et les donne à ses industriels. Et donc les lanceurs sont trimballés aux 4 coins du pays, ça coûte très cher, c'est très lent. Et lui s'est dit, si je suis en mesure d'internaliser ça dans un seul et même bâtiment, je suis capable de réduire mes coûts et du coup d'être par conséquent beaucoup moins cher et de rentrer sur le marché. Est-ce que c'est lui qui a inventé la réutilisation? Non. La réutilisation, c'est un concept qui est évidemment envisagé, qui a été imaginé depuis très longtemps. Il faut se dire que une bonne partie des concepts qui existent dans le spatial ou qu'on voit se matérialiser, ils ont déjà été pensés dans les années 70, après les premiers pas de l'homme sur la Lune. On pensait que l'industrie connaîtrait un progrès exponentiel. Il s'est passé moins de 10 ans entre l'aviation, les premiers vols, les débuts de l'aviation et les premiers vols commerciaux.
Donc on imaginait dans le spatial que l'intervalle de temps serait aussi réduit et que après les premiers pas de l'homme sur la Lune, on aurait des progrès fulgurants et qu'en 2001, on aurait peut-être une odyssée de l'espace et qu'on irait peut-être passer un week-end sur la Lune. Et tous les gens qui ont été témoins de ça, alors Musk n'a pas été témoin de ça parce qu'il est né après les premiers pas de Neil Armstrong, mais Bezos le cite souvent, l'effet Apollo, quand en étant gamin, de le voir un homme sur la Lune. Tous ces gens-là ont grandi avec l'idée que la NASA continuerait sur sa lancée et qu'on verrait du coup l'introduction de la réutilisation. C'est ce qu'a été le Space Shuttle. La navette spatiale américaine, elle l'a été en technique, en pratique et en économie, elle ne l'a pas été parce que c'était un lanceur qui coûtait 1,5 milliard, voire 2 milliards de lancement, donc très très cher. Et tous ces gens-là se sont dit au moment des années 2000, puisque la NASA n'a pas fait ce qu'elle avait promis de faire ou ce à quoi on pensait, ce dont on rêvait, nous allons le faire nous-mêmes. Et donc c'est le leitmotiv de Musk, de Bezos, mais aussi de tous leurs comparses, de s'être impliqués, de dire moi je vais faire ce que la NASA n'a pas été en mesure de faire parce que je pense qu'aujourd'hui c'est faisable et que je peux le faire de manière radicalement moins chère. Donc la réutilisation elle existe depuis longtemps, mais il l'a maîtrisée. Le concept existait depuis longtemps, mais c'était le premier à le matérialiser, à le maîtriser. Moi, je voudrais juste commenter sur un élément, parce qu'au-delà de l'aspect technique, il y a un aspect contractuel. Le juriste que je suis ne peut pas s'empêcher d'en parler. Quand la NASA commande à ses industriels de manière classique, et le programme Artemis est largement mené de cette manière-là, la NASA passe des contrats qu'on appelle cost plus. C'est-à-dire que le fournisseur est sûr de voir ses dépenses couvertes et en plus a des marges garanties. Quel que soit le montant que tu dépenseras pour répondre à mes besoins, je te paierai et en plus je te garantis 8% de marge sur tes dépenses. Ce qui fait que du côté de l'industriel, il y a finalement une incitation assez limitée à aller vite et peu cher, puisque finalement le carnet de chèques reste ouvert. L'approche qui a permis à mon avis le succès de SpaceX, mais on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est important de le rappeler, aussi le succès de la NASA dans les programmes COTS et Commercial Crew, c'est que la NASA... Alors, COTS, ça veut dire COTS, c'est Commercial Orbital Transportation Services, donc service commercial de transport orbital. À l'époque, on parlait uniquement du cargo. La navette spatiale américaine a été détruite Columbia en 2003. La NASA sait qu'elle a besoin du shuttle pour terminer la construction de la Station spatiale internationale, puisque la Station spatiale internationale a été conçue pour justifier l'ISS, je résume. Mais par contre, elle veut, dans le parallèle, le président Bush fils, Junior, a donné à la NASA le mandat d'aller sur la Lune. On retournera sur la Lune, donc c'était le programme Constellation. La NASA sait qu'elle ne peut pas tout faire, et elle se dit, à moi la Lune, puisque personne n'est en mesure de le faire, au privé, la sous-traitance de l'orbite basse. On n'avait jamais fait ça, mais il y a le pari, et pour tenir ce pari, et pour convaincre le Congrès, il dit, vous inquiétez pas, ça va pas être un chèque en blanc, on va faire un partenariat public-privé, un PPP, on va le faire de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'on va donner des budgets, on va libérer les budgets petit à petit, et on va le faire en co-investissement. Je mets 50 millions, tu mets 50 millions. Et en plus, pour s'assurer de la redondance, puisqu'on était encore terrifié de la dépendance à la navette spatiale américaine, on va le faire en concurrence. Donc le programme COTS, c'est SpaceX, une entreprise qui s'appelle Kistler Aerospace qui n'existe plus, qui ont été sélectionnés par la NASA et qui tous les 6 mois avaient des échéances de la NASA. Vous devez démontrer que vous avez développé tel sous-système, que vous avez levé tant de millions, et je sortirai le carnet de chèques et je paierai. L'idée, c'est d'être sûr qu'il y en ait au moins un des deux qui réussissent. Un des deux qui réussissent et à prix fixe. C'est-à-dire que quel que soit le coût du programme, ça devait, la NASA s'était engagée sur les montants. Et là, la vraie réussite du programme, c'est d'avoir mis en concurrence les acteurs. Bien lui en a pris, puisque dans le cas de Kistler a fait faillite. Elle a été remplacée par Orbital et Ticket, qui aujourd'hui s'appelle Northrop Grumman, dans la partie cargo. Dans la partie avec équipage, Commercial Crew, SpaceX a été retenu aux côtés de Boeing, et tout le monde pariait sur le succès de Boeing, l'historique, qui avait évidemment bien plus d'expérience. Bon, aujourd'hui, Dragon vole depuis 2020. Et Starliner n'a toujours pas réussi à voler. Donc cette approche-là, le succès du programme industriel et de SpaceX, il tient aussi à la manière dont la NASA a acheté les services. Et d'ailleurs, ce modèle de PPP, il a été étendu au cargo, au vol habité, puisque SpaceX avait déjà en tête que sa capsule, en étant réutilisable, elle pourrait un jour transporter d'astronautes, et elle est dupliquée aux atterrisseurs robotiques lunaires, aux atterrisseurs habités lunaires, et en fait toutes les agences spatiales sont en train de s'y mettre, et l'ESA, qui ambitionne de faire une capsule cargo, elle va le faire selon le même modèle. L'Agence spatiale européenne va faire une capsule cargo selon le même modèle. La capsule cargo qui a un nom, je crois, un côté européen. Alors pour l'instant, elle n'a pas de nom, parce que justement, elle a juste annoncé l'appel d'offres. Ouais. Elle a annoncé un appel d'offres. Là où dans le passé, elle disait j'ai conçu telle capsule, à vous de me la construire. Là, elle dit je voudrais transporter 2 tonnes vers l'ISS en 2028, à un montant fixe. Charge à vous
de le faire, de le financer. Moi, je le cofinancerai en tant qu'agence. Et charge à vous de le faire dans les délais. Et donc, quelle que soit la solution, capsule, avion spatial, licorne, charge à l'industrie de le faire et de le faire dans le montant limité et dans le montant défini. Et dans le cas de Boeing, Boeing accuse déjà au moins 800 millions de dollars de pertes sur le programme Starliner. Et dans le cas d'espèce, la NASA ne paiera pas $1 de plus. Charge à Boeing d'assumer les pertes. Certains critiques d'Elon Musk et de SpaceX disent on a donné des technologies, la NASA a donné des technologies à SpaceX. Est-ce que c'est exact? Est-ce que SpaceX a bénéficié de technologies qui lui auraient été données? Partiellement. Et pas uniquement. C'est-à-dire que SpaceX a bénéficié, je peux citer quelques exemples, le moteur Merlin, par exemple, le moteur de Falcon 9. Donc, qui est à la fois au pied de l'étage principal et il y en a un exemplaire aussi sur le deuxième étage. Ouais. SpaceX avait commencé à travailler dessus et la NASA avait, quelques années auparavant, fait un programme inspiré du moteur lunaire du module Apollo, donc un moteur qui servait à l'alunissage, à l'atterrissage. Quelque chose dont on pouvait contrôler la puissance. Et en fait, la NASA avait travaillé sur un programme qui s'appelait Fast Track pour simplifier les coûts et les baisser. Et en fait, le programme, il avait été mené à son terme, il n'avait pas vocation à être intégré dans un lanceur. Et la NASA, SpaceX a demandé à la NASA si elle pouvait acheter les turbopompes restantes qui avaient été fabriquées mais non utilisées pour le programme. Elle les a ensuite largement améliorées. Au-delà de la première itération, elle a développé ses propres versions. Et ça lui a donné un petit coup d'accélération, mais contrairement à l'idée répandue, la SpaceX ne s'est pas servie sur étagère dans l'armoire à brevets de la NASA. Si je prends l'exemple, par exemple, du bouclier thermique de la capsule Dragon, la SpaceX a bénéficié des brevets de la NASA sur le programme Apollo, donc d'une résine dont l'acronyme est le PICA. Alors, le bouclier thermique, c'est la partie qui doit résister à la chaleur au moment de la rentrée atmosphérique. On est sur des températures de 2000-3000 degrés. C'est la partie qui est gris clair sur la maquette là. Exactement. Elle est plutôt marron en réalité et noire après la rentrée dans l'atmosphère. Et cette partie-là, c'est extrêmement compliqué. La NASA maîtrisait, donc c'est un bouclier qu'on appelle ablatif. C'est-à-dire que le frottement sur l'atmosphère fait qu'on enlève des couches, à l'opposé du shuttle, les briques noires, qui sont des briques radiatives, où on dissipe la chaleur, et c'est extrêmement c'est ce qui est adopté sur Starship, mais la version de Starship est moins chère que celle du shuttle, dont les briques tombaient littéralement. Et c'est parce qu'une brique était tombée sur le shuttle qu'on a perdu la navette Columbia. Et donc SpaceX a eu accès au brevet du PICA de la NASA, l'a amélioré, l'a modifié, l'a rebreveté, l'a appelé le SPICA. Donc oui, SpaceX a bénéficié de technologies de la NASA, mais uniquement partiellement, et pas complètement, parce que un élément qui n'est pas forcément visible, c'est aussi le fait que la NASA a ouvert les portes de ses installations à SpaceX. SpaceX continue de faire voler ses lanceurs depuis les pas de tir fédéraux. Cap Canaveral, Vandenberg. C'était pas acquis. Cap Canaveral qui est situé en Floride et Vandenberg en Californie. Deux spaceports qui existent pour adresser des orbites différentes. En Floride, on décolle vers la Station spatiale internationale, l'espace lointain et l'orbite géostationnaire. On tire vers l'est. Depuis la Californie, on tire vers le sud pour aller en orbite héliosynchrone. Et c'est des pas de tir qui sont des orbites plutôt basses, c'est ça? Exactement. Alors, l'ISS en Floride, on est en orbite basse, mais inclinée. En fait, quand on a choisi de faire l'ISS, il fallait la mettre à une orbite, une inclinaison qu'on pouvait à la fois atteindre depuis la Floride et depuis Baïkonour, donc on a décidé de la mettre à 55 degrés. Et donc 55 degrés, c'est l'inclinaison de l'orbite par rapport au plan de... Le plan de l'équateur, ouais. Par rapport au plan de l'équateur. Merci, d'accord. Donc à l'équateur, on est à 0, au pôle, on est à 98, 99. Et donc, ces pas de tir institutionnels, c'est des bases qui sont gérées par le gouvernement, qui étaient utilisées, construites par et pour le gouvernement. Et SpaceX, aujourd'hui, tire depuis ses bases fédérales. Elle a testé une partie de ses matériels dans des sites de la NASA. Mais c'était pas acquis. Et si je prends le cas de Falcon 1 a été testé depuis le petit archipel de Kwajalein, sur l'îlot de Omelek, qui était une vieille installation de l'Air Force, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à obtenir les autorisations de l'Air Force qui détient la base de Californie. Et donc, une partie du succès de SpaceX, c'est de son accélération, et la NASA le fait aussi pour tous les concurrents de SpaceX, c'est de leur donner accès à ces installations qui existent déjà, qui sont souvent inutilisées et payées par le contribuable. Donc la capsule Dragon, elle a été testée dans une chambre à vide de la NASA, parce que seule la NASA dispose de telles chambres à vide. SpaceX ne le fait pas, mais les concurrents de SpaceX testent leurs moteurs dans des centres de la NASA où il y a des bancs d'essais moteurs qui ont déjà été construits. Et aujourd'hui, une bonne partie des pas de tir
qui sont exploités par SpaceX ou par ses concurrents, c'est des tirs qui étaient à l'abandon et qui ont été utilisés dans le cas de lanceurs qui n'existent plus, qui ne volent plus aujourd'hui, les Delta, les Titan, les Agena. Et en fait, il y a eu un intérêt bien compris du gouvernement de dire pourquoi maintenir en condition et payer pour un site que je n'utilise plus alors que j'ai quelqu'un qui est prêt à me le louer et à le rénover et en plus et à assumer une partie des coûts. SpaceX a bénéficié surtout de cet accès-là. Alors ça va nous faire une transition vers l'implantation géographique de SpaceX. Continuez à nous suivre sur Twitch, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux de la galaxie, y compris X, donc l'ancien Twitter, y compris Instagram bien sûr. Ça nous soutient. Merci au chat pour toutes vos réactions et vos questions. Géographiquement, où SpaceX est-il implanté? Tout à l'heure, tu disais, tu parlais d'intégration chez SpaceX. Tu disais, Elon Musk s'est dit, si on intègre, si on internalise, si on fait soi-même son propre lanceur, ce sera moins cher qu'acheter des services à la NASA, par exemple. Alors, est-ce que SpaceX est sur un seul et même site? Où est SpaceX géographiquement? Alors, aujourd'hui, le siège de SpaceX, il est à Hawthorne, en Californie, dans la banlieue de Los Angeles. Et d'ailleurs, il est dans des hangars qui autrefois servaient à la construction d'avions de Boeing. Et c'était au seul et même endroit où il construit les moteurs et ses lanceurs. Ces moteurs sont testés au Texas, dans une installation à McGregor. C'est un banc d'essai au milieu des champs et des vaches. Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un pré-Elon Musk qui s'appelle Andrew Bill, qui voulait lui aussi faire un lanceur commercial. C'était ni le moment, ni les bonnes méthodes. Et par contre, il avait déjà financé et construit cette station-là. Et donc, Musk, quand il s'est agi de trouver un site où il pouvait faire cramer et exploser ses moteurs, a racheté ce site-là. Mais les moteurs, les lanceurs, les capsules sont fabriqués en Californie. Et pour le lancement, jusqu'à présent, elles sont lancées soit de Vandenberg en Californie, donc au nord de Los Angeles, à 3-4 heures de Los Angeles, depuis une base qui appartient maintenant à la Space Force, ou en Floride, avec deux bases qui sont voisines, soit le NASA Kennedy Space Center, soit le Cape Canaveral Space Force Station. Et donc les lanceurs, ils sont construits en Floride, ils sont testés et allumés au Texas, et ensuite ils poursuivent leur chemin, soit pour être lancés depuis la Californie, soit depuis la Floride. Ils décollent, ils atterrissent à terre ou en mer. Et dans le cas de la Californie, c'est très intéressant parce que le pas de tir, il est à quelques centaines, la piste d'atterrissage est à quelques centaines de mètres du pas de tir. Il y a vraiment, il y a des photos en exposition longue où on voit un trait lumineux qui décolle et qui revient. Mais parce qu'on est vraiment dans le même cadre de la photo. En Floride, ils sont un peu plus distants. Et en Floride, on atterrit aussi en mer. Pour avoir plus de souplesse, il y a des fois, on n'a pas suffisamment de carburant pour le retour. Donc, on atterrit en mer. Ça, c'était la photographie de SpaceX il y a quelques années. L'implantation géographique, elle s'est diversifiée, puisque quand Musk a décidé de faire le projet Starlink, il était pendant longtemps en discussion étroite avec Google. Et pendant un moment, OneWeb et Starlink étaient un seul et même projet. Il y a eu divergence de personnalités et de projets. Et ils ont d'ailleurs été annoncés au même moment. SpaceX est parti faire Starlink de son côté, en comprenant que ça serait un moyen de justifier ses lancements. OneWeb est sorti de chez Google et est devenu sa propre société, aujourd'hui rachetée par Eutelsat. Mais pour faire ça, il s'était dit, il faut aller pour construire une infrastructure Internet dans l'espace, il faut aller près d'une industrie, il faut aller voir les gens qui ont construit les géants du logiciel tels qu'on les connaît, et il s'est implanté à Seattle. Donc les satellites Starlink, ils sont fabriqués à Seattle, et les antennes utilisateurs, donc ce que Musk a appelé pendant longtemps UFO, pizza box on a stick, donc la boîte à pizza sur un bâton, sont fabriqués à Austin. Ça fait aussi partie du mouvement Musk Austin au Texas. Au Texas. Et évidemment, il y a Starbase, qui est le site de décollage de Starship, qui se situe à Boca Chica, à l'extrême sud du Texas. Vous prenez la carte du Texas à la frontière dans le golfe du Texas, et vous prenez à la frontière du Mexique. C'est là où se situe Starbase. L'idée initiale de Boca Chica, c'était de compléter, de pouvoir lancer plus que ce que le Cap Canaveral nous permettait de faire. Il y a une époque, on ne faisait que 20 lancements par an en Floride. Et lorsqu'on avait Musk et qu'on avait l'ambition d'en faire 60, ou même 90, ce qui, il y a quelques années, n'était pris au sérieux par personne. Il s'était dit, puisque les installations ne me permettent pas de faire autant de lancements, il va falloir que je trouve un site alternatif. Quand on se dessine une base de lancement, la principale contrainte, c'est la géographie. Il a regardé comment il pouvait lancer sur l'équateur, donc la latitude la plus basse, avec des azimuts, donc des couloirs de vol dégagés. Il a choisi le Texas. Et puis, c'est avéré qu'en fait, la Floride a été capable à retrousser ses manches, et la NASA et la Space Force ont été en mesure d'augmenter le nombre de cadences. Parce que le lanceur, il est pas le nombre de cadences, c'est pas uniquement limité par
par le lanceur lui-même. C'est aussi par la capacité de la base à accueillir le lanceur, à fournir des créneaux, un peu comme les aéroports. Et on n'était pas très bon jusqu'à présent. Donc Cap Canaveral ça a fait sa révolution culturelle et aujourd'hui a pu accueillir près de 90 lancements. L'année dernière, ils en visent 150 dans les années à venir. Et donc, du coup, Boca Chica, pendant longtemps, ça devait être le site alternatif de Falcon 9. La Floride fait beaucoup mieux. Elle se dit non, mais restez, parce que évidemment, c'est des emplois. Restez chez nous. Et du coup, pendant longtemps, le Texas, ça a un peu végété. Et en fait, quand Musk s'est dit qu'il allait faire Starship, un lanceur aussi innovant, aussi risqué, aussi gros, il s'est dit que finalement, le Texas, c'était peut-être pas si mal pour être finalement son bac à sable et ne surtout pas perturber les pas de tir existants et les impacter en cas d'échec. Parce que si un jour un lancement pète sur un pas de tir, alors ils sont suffisamment distants les uns des autres, mais ça pourrait avoir des conséquences sur les missions de sécurité nationale. Donc le Texas, c'est le bac à sable de Starship. À mon avis, on ne verra pas forcément. Le site d'apprentissage. Site d'apprentissage, exactement. Ouais. On apprend, on échec. Boca Chica au Texas, on verra des sites, on verra des décollages de Starship. D'ailleurs, la NASA avait dit à Musk, vous ne viendrez en Floride avec Starship que lorsque le lanceur sera mûr et prêt. Et SpaceX avait mis un peu la charrue avant les bœufs, avait déjà commencé à construire un pas de tir identique à celui du Texas en Floride. Et là, ils sont en train de le démonter et de le transporter au Texas. Et on verra deux pas de tir de Starship au Texas au même endroit. Et est-ce que, alors là je reviens peut-être la remarque de Vignette Stardust qui nous disait, dans l'esprit des libertariens américains, déglinguer les réserves naturelles, c'est considéré comme un bonus sympa. Alors la deuxième partie, on va en parler sur les réserves naturelles, mais la première partie, les libertariens américains. Est-ce que l'état d'esprit libertarien d'Elon Musk influence ses implantations géographiques? Récemment, oui. Il avait choisi la Californie parce que c'était un bassin d'emploi extrêmement important, parce qu'on y fabriquait déjà des lanceurs et des satellites, donc il allait là où sont les emplois. Dans l'évolution récente idéologique d'Elon Musk, et aussi les frictions qu'il a pu avoir avec l'État de Californie vis-à-vis des mesures de confinement, il a décidé de déplacer une partie de ses activités au Texas. Donc la Mega Factory, l'usine historique par exemple de Tesla, elle était à Fremont. Maintenant, la Mega Factory, elle est à Austin. Et il a déplacé d'ailleurs le siège de Tesla de Californie fiscalement. Et évidemment, il y a aussi des incitations fiscales à aller dans certains États. Mais globalement, à niveau fédéral, il y a aussi une exemption. Il y a plusieurs subventions, mais l'industrie spatiale est largement subventionnée et SpaceX en a profité. Mais il y a aussi une exemption sur certains impôts qui, des fois, est complétée par les États eux-mêmes. Donc, une dérogation on paye moins d'impôts. Déjà, les entreprises spatiales ne payent pas d'impôts sur toutes leurs installations. Et par-dessus le marché, les États peuvent des fois inciter et donner des subventions pour payer la construction des bâtiments ou les exonérer de taxes pendant un moment. Ouais. Et est-ce que Elon Musk s'entend mieux avec certains politiques qu'avec d'autres ? Moi, j'ai l'impression qu'il critique tout le monde. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a une aversion assez importante pour les démocrates, compte tenu de leur pression pour forcer les salariés de Tesla à se syndiquer. Dans l'automobile américaine, tout le monde est syndiqué. Chez Tesla, personne ne l'est. Et en fait, la syndication se fait entreprise par entreprise, siège par siège. Donc il avait une aversion et il a été aussi blessé par le fait que lorsque Joe Biden a invité les industriels de l'automobile électrique à la Maison Blanche, il a invité tout le monde sauf Tesla. Et pour autant, je pense pas qu'on puisse dire que Musk soit forcément fondamentalement pro-Trump. Ils s'entendent assez mal. Donc oui, les libertariens, mais d'un point de vue politique, ils naviguent un petit peu dans un monde un peu à part, sans forcément s'aguicher de démocrates ou de républicains. Tu as mentionné le nom de Tesla. Est-ce qu'il y a des synergies techniques avec Tesla ? Il y en a eu récemment. Je pense aux batteries, à Starbase, les Powerwall, donc les batteries fixes qui servent à stocker l'énergie produite par les panneaux solaires vendus par Tesla. Elles sont utilisées à Boca Chica, puisqu'en fait, faut bien visualiser, Boca Chica est géographiquement au bout du monde, mais d'un point de vue infrastructure, on est en effet à la limite d'une réserve naturelle, avec très peu d'infrastructures. Et les gens qui s'étaient installés à Boca Chica avant SpaceX pensaient avoir la paix des dieux en étant là-bas, et ont vu arriver Musk, et du coup Musk arrive avec aussi le besoin en énergie, en infrastructure, et notamment pour stocker et produire l'électricité, il utilise des batteries Tesla. Starship utilise des batteries Tesla, et dans la fabrication de certains métaux ou certains alliages, il a été évidemment tiré parti de ce qui se fait chez Tesla, puisque une des succès de Tesla, c'est aussi l'industrialisation de masse et de mouler en une seule fois certaines pièces. Et ça, Tesla avait une bonne expertise dont SpaceX a profité. D'accord, donc vraiment dans la fabrication. Oui, dans la fabrication. Ouais. On a prononcé 2 fois les mots de réserve naturelle, notamment grâce à Vicnet, et puis toi tu viens de le faire. Tous ces lancements, ça se fait pas sans dégâts collatéraux. Alors, le succès d'Elon Musk, d'une manière générale, ça se fait pas sans dégâts collatéraux. Tout à l'heure, on parlait de Tesla, où les gens sont pas forcément si bien payés que ça.
puis il y a eu cette polémique qui continue, hein, je crois, cette polémique autour des réserves naturelles qui peuvent subir l'impact des lancements. Alors, où est-ce qu'elle est située, cette réserve naturelle ? Alors, déjà, pour déjà resituer le contexte, la plupart du temps, les bases de lancement aux États-Unis et en Europe, donc dans le cas de la France, sont situées ou hébergent des bases naturelles, des réserves naturelles. Ça paraît contradictoire, mais il se trouve qu'en fait, pour des raisons d'implantation, mais aussi parce que ça devient des sanctuaires dans lesquels aucune autre activité humaine est autorisée, il y a énormément de faune et de flore. Et en Guyane, on voit des fois des jaguars dans le périmètre du CSG, parce que finalement, il n'y a personne qui vient les embêter, notamment les orpailleurs. Il n'y a pas d'orpailleurs ou d'autres activités humaines. Donc, pour résumer, il y a toujours de l'activité, il y a toujours de la faune et de la flore. Et si je prends l'exemple de la Floride, quand vous allez en Floride, on vous précise au NASA Kennedy Space Center, on dit faites attention aux animaux. Et dans l'hypothèse où vous trouveriez un alligator sur votre chemin entre votre bureau et votre voiture, on a un service dédié parce que c'est un refuge naturel. Donc il y a énormément d'espèces protégées qui cohabitent avec la vie des lancements. Ça paraît contradictoire, mais c'est le cas. C'est pas nouveau. Pour le meilleur et pour le pire. Et dans le cas de Boca Chica. Boca Chica se situe en fait dans une réserve à la frontière du Mexique. Réserve où on a des tortues, des grenouilles. Et lorsqu'on implante un site de lancement, on doit faire des études environnementales d'impact pour essayer d'évaluer à quel point l'activité de lancement va impacter la faune et la flore. Et en fait, l'Agence fédérale de l'environnement a été un des éléments qui a freiné les autorisations que devait sécuriser Starship pour décoller. Et il y a toujours ce débat-là. Les premiers vols n'ont pas, loin s'en faut, résolu ces débats entre l'impact des activités, le degré d'impact des activités de Starship. Encore plus avec le vol inaugural qui a littéralement explosé en morceaux et dont on a retrouvé les morceaux dans des marécages, sur la route, dans la plage. Les Américains ont une attache assez importante vis-à-vis de leur plage. En Floride aussi, c'était le cas. Et dans le cas de chaque lancement, SpaceX est obligé de fermer l'accès aux plages, qui est un lieu public. Et ça aussi, ça se fait pas sans remords. Donc, SpaceX a essayé de déloger les habitants sur la péninsule de Boca Chica, en leur donnant des gros chèques pour les inviter à déménager. On a toujours des irréductibles. Et en fait, la contrainte environnementale reste une épée de Damoclès autour de SpaceX. Mais ça reste... Et ça reflète un peu la contradiction entre, d'un côté, l'État fédéral qui, pour la NASA, a besoin de SpaceX, de Starship pour se poser sur la Lune, et donc il a besoin d'aller vite. On parlait de 2024, maintenant on parle de 2026 pour le décollage de Starship avec des astronautes. Et d'un côté, l'Agence fédérale de l'environnement qui dit écoutez, non, là il va falloir faire moins de bruit ou contrôler vos pollutions, tout simplement parce qu'on est sur un environnement protégé et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et est-ce que l'Agence de l'environnement peut interdire à SpaceX de poursuivre ses activités tant qu'il ne rentre pas dans les clous ? Alors là, c'est possible. Elle peut freiner, mais à date, je ne pense pas qu'elle puisse l'arrêter puisque le projet est trop engagé et Musk pèse de tout son poids là-dedans. Donc elle peut pas forcément l'empêcher, mais elle peut le limiter, le contraindre pour éviter les nuisances. Et évidemment que l'activité va en générer. Là, à chaque fois, ça va être une question de curseur. Alors voilà, donc là, on revient sur le chapitre de l'organisation industrielle. Puis on fera une transition vers les lanceurs européens. Donc là, peux-tu nous décrire ce qu'on voit à l'image, Maxime ? Donc là, on est dans l'usine d'Hawthorne à Los Angeles. Et ce qu'on voit, c'est la deuxième partie de l'usine. Donc on a au premier plan nos étages de lanceurs. On voit à l'arrière du bâtiment un immeuble interne. Et dans l'autre partie, sur la droite, derrière les cylindres, on y fabrique les moteurs. Et puis après, on est sur les bureaux de SpaceX. Et ce, dans un seul et même bâtiment. Pour y être allé il y a quelques années, vous avez littéralement l'impression d'être dans une ruche. C'est extrêmement bruyant, il fait extrêmement chaud et c'est extrêmement animé. Il y a du monde partout. Et oui, et un peu plus sur la droite, vous avez la salle de contrôle qui est vitrée. Et en fait, les ingénieurs voient la mission de lancement qu'ils ont contribué à construire. Et sur la droite, vous avez aussi un café, la cafétéria, au-dessus de laquelle ils ont accroché la première capsule Dragon qu'ils ont récupérée. Donc cette unité de lieu, elle a à la fois une des raisons industrielles. On contrôle tout, enfin on fait tout en interne pour qu'en fait il y ait un dialogue extrêmement facile entre l'ingénieur et celui qui va construire, donc entre le concepteur et le constructeur, il faut qu'il y ait un dialogue extrêmement rapide. Et ça pour Musk, ça doit se faire dans un seul et même bâtiment pour pouvoir avancer très rapidement. Donc on voit dans la photo en fait à la fois les bureaux où sont conçus les lanceurs, mais aussi au premier plan les lanceurs qui sont construits au même endroit et à la chaîne, ils sont installés sur des rails et en fait au fur et à mesure de leur avancement, ils avancent. Et on avait eu l'ancien président du CNES qui disait: chez SpaceX, j'ai vu d'un côté rentrer les feuilles d'aluminium et de l'autre côté sortir les lanceurs. C'est littéralement ça. Et c'est pas seulement les lanceurs, c'est les moteurs, les coiffes, les capsules aussi qui sont fabriquées dans un seul et même lieu.
Là, j'aimerais qu'on parle des lanceurs européens, de l'impact, des conséquences du succès de SpaceX sur l'industrie spatiale européenne. Alors pourquoi je prends cette photo comme point de départ ? Parce que là, on est très au-dessus en termes de densité de premiers étages ou en termes de cadence de fabrication. On est très au-dessus de ce que les Européens font ou ont su faire jusqu'à maintenant. Même si Ariane 6 ambitionne d'augmenter la cadence de lancement par rapport à Ariane 5, on sera encore très très loin. Moi vraiment, j'ai trouvé ça très très frappant ces dernières années. SpaceX est passé du statut d'épouvantail au statut de cauchemar. Épouvantail qui fait réagir les Européens et qui disent en 2014 ok, on lance Ariane 6 pour réduire les coûts puisqu'on a ce nouveau concurrent. On est passé au cauchemar. Alors cauchemar, les Européens peuvent aussi balayer devant leur porte puisque Ariane 6 est très en retard et c'est retard technique de développement, mais cauchemar aussi commercial, puisqu'on a entendu oui, mais on n'est pas sûr on n'est pas sûr que SpaceX soit rentable, il publie pas ses comptes. Bon, on se doute bien qu'il doit pas perdre d'argent puisqu'il continue à lancer à grande cadence. En tout cas, il a trouvé un modèle qui fonctionne. Donc voilà, est-ce que tu peux décrire les conséquences du succès SpaceX sur l'industrie spatiale européenne qui est en pleine restructuration? Donc, quelles conséquences? Je pense qu'il faut déjà remettre l'église au milieu du village. En Europe, on ne faisait pas du spatial et des lancements pour les mêmes raisons. On les faisait à travers des agences spatiales, et l'agence spatiale notamment européenne, et on faisait du spatial pour des raisons de souveraineté, d'accès autonome à l'espace. Et parce qu'on le fait pour des raisons politiques, et qu'aucun État membre ne pouvait à lui seul financer le développement de ces lanceurs-là, on le faisait en commun et avec la contrainte du retour géographique. Pour caricaturer, lorsqu'un pays met 100 € dans l'Agence spatiale européenne, il peut espérer en récupérer 95-90 en contrat pour ses industriels. Donc ça veut dire que la répartition géographique des usines qui fabriquent le lanceur, elle est conditionnée au budget versé par les États membres. Et finalement, au fur et à mesure des années, on se retrouve avec des sites assez éparpillés, à la fois parce qu'il y a eu un héritage industriel fort, on s'appuie sur ce qui existait déjà, mais aussi parce que des États mettent plus ou moins dans le programme de lanceur, et donc on a un lanceur qui est fabriqué aux quatre coins d'Europe. Donc le gros avantage, c'est qu'on peut partager les coûts et ça rend possible un projet qui ne le serait pas autrement. Et le gros inconvénient, c'est qu'on perd en efficacité industrielle. On peut résumer ça coûte beaucoup plus cher, puisqu'en fait... on impose à l'intégrateur, donc la société qui s'occupe d'assembler les lanceurs, on lui impose ses sous-traitants. Puisque ces sous-traitants, ils sont déterminés par le retour géographique. Donc, ça coûte cher, et puis il n'y a pas d'incitation à aller vite. Moi, je voudrais juste m'arrêter sur la notion de compétitivité. Ariane Espace, pendant longtemps, ça a été 50% du marché commercial. Et en termes de financement, il ne faut pas du tout opposer le modèle SpaceX du modèle européen. Les deux ont bénéficié largement de fonds publics, mais ça s'est fait différemment. L'Agence spatiale européenne, les États membres, ils payent le développement des lanceurs, et lorsque le lanceur est opérationnel, le lanceur, il est souvent commercialisé pour des opérateurs privés, des clients commerciaux, qui du coup payent le lancement, et ça rentabilise plus ou moins la filière. La NASA, ça a été différent. Elle a donné un peu de fonds d'amorçage à SpaceX, qui a quand même développé quasiment à moitié a co-investi, donc à 50%. Et ensuite, elle est venue en tant que client d'ancrage, en commandant pour une petite dizaine de milliards de lancements et de services de lancement à SpaceX. Donc déjà, mettons sur la table le fait que les deux sont largement subventionnés, et le Musk lui-même dit SpaceX n'aurait jamais réussi sans le soutien de la NASA. Vous enlevez le soutien de la NASA, il n'y a pas de Falcon 9, il n'y a pas de Dragon. Ou peut-être pas aussi rapidement. Dans le cas de l'Europe, parce qu'on faisait du spatial pour des raisons différentes, il n'y a pas eu forcément d'incitation à faire plus vite ou moins cher. Et lorsque Falcon 9 a monté en cadence, a eu un envol commercial et a commencé à tailler des croupières à Ariane Espace, il y a eu cette réaction de dire il faut un lanceur moins cher, une nouvelle génération. Il y a eu 2 versions de projet d'Ariane 6. La première version, poussée par les Français, elle s'appelait PPH, donc poudre hydrogène. C'est-à-dire qu'on fait au moins cher possible et on utilise la propulsion solide avec des synergies avec les filières de missiles balistiques nucléaires qui utilisent la même propulsion, et on fait un lanceur. La réponse, elle est pas chère. La poudre, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans les boosters latéraux d'Ariane 5 ou d'Ariane 6. Et qui sont utilisés en commun avec Vega. Principal de Vega. Donc cette approche-là, d'un point de vue politique, elle n'est pas du tout passée, puisque elle donnait beaucoup moins de travail à l'Allemagne notamment. Donc on a une autre version de l'industrie qui était PHH, donc poudre hydrogène, qui limitait la propulsion à poudre sur les boosters d'appoint, comme un Vega, mais on maintenait la propulsion chimique en disant c'est une manière de se préparer à la réutilisation. Et sauf que le programme, d'un point de vue aussi, au-delà de l'aspect technique, d'un point de vue industriel, il a été, la gouvernance, elle a été partagée aux industriels, on leur a donné un peu plus d'autonomie. Le CNES a vendu Ariane Espace à Ariane Group en disant le fabricant et l'exploitant doivent être la même société, ça simplifiera les choses. Mais la gouvernance du programme, elle a été finalement à 2 têtes.
Et il y a aussi un calendrier qui était extrêmement ambitieux. Et donc, du coup, on se retrouve avec un lanceur qui, en effet, arrive tard sur le marché. Mais moi, je tiens aussi à casser l'idée que parce que Ariane 6 est en retard, c'est un mauvais lanceur. Et, rien n'est plus faux. Le monde, l'Europe et le marché mondial a besoin de lanceurs géostationnaires, mais aussi versatiles. Et l'une des forces d'Ariane 6, polyvalent, c'est son étage supérieur qui à la fois lui permet de faire des missions en GTO, des missions de constellation en orbite basse, et peut-être un jour du vol habité. Et effectivement, ces dernières années, Ariane 6, les concepteurs d'Ariane 6 ont su l'adapter aux besoins émergents. Exactement. Effectivement, les capacités, les possibilités que tu décris sont des ajouts récents aux capacités d'Ariane 6. Ces lanceurs-là, ils étaient jusqu'à présent conçus pour le marché géostationnaire. Puisque cette demande évolue, il faut penser aussi à d'autres usages. Mais on ne sait pas vraiment quels usages vont se matérialiser. Pour les lanceurs, bigger is better. Donc de toute façon, il faut un lanceur lourd. Plus gros, c'est mieux, ouais. Plus gros, c'est mieux. Il faudra un lanceur lourd. Et dans le cas de Starship, on demande un lanceur super lourd. Nous, à Euroconsult, c'est ce qu'on définit comme un lanceur supérieur à 30 tonnes en orbite basse, là où les lanceurs lourds sont inférieurs. Et bigger is better. Mais en tout cas, il faut un lanceur polyvalent. Ariane 6 est polyvalent. Et le jour où Ariane 6 décollera, si possible avec succès, ça serait un soulagement à la fois pour les Européens, mais aussi pour le marché commercial qui en a besoin. Et si Ariane 6 était un mauvais lanceur, je ne pense pas qu'Amazon lui aurait commandé 20 lancements pour déployer sa constellation Kuiper. Donc Ariane 6, fondamentalement, est impacté par ces retards parce qu'on a à la fois en fait une révolution technique, la maîtrise de leur utilisation, ou des super lanceurs bien plus lourds, mais aussi ce changement de marché, puisque le marché pour lequel a été conçu Ariane 6 est en train de fondre, et en même temps, il y a d'autres usages qui existent. Donc on est vraiment à cette croisée des chemins, et parce qu'on a cette incertitude, on a aussi en Europe eu des remises en cause et qui ont porté leurs fruits de dire, en fait, la manière dont on fait des lanceurs n'est plus durable, on ne peut plus avoir une seule filière où c'est les agences qui déterminent les plans du lanceur et qui les confient à l'industrie. On doit mettre en place des filières concurrentes qui vont recevoir de l'argent public, mais aussi des cofinancements, et pour que le meilleur gagne d'un point de vue commercial. Et l'agence spatiale sera le client d'ancrage. Exactement. L'agence spatiale européenne sera le client d'ancrage et ne sera plus le concepteur. Exactement, c'est l'esprit. Et on voit ça, on peut dire que c'est une conséquence du succès SpaceX. Bien sûr. C'est l'idée qu'en fait, on ne peut plus faire du spatial pour les mêmes raisons. Et donc, il faut le faire. Et si on veut rester compétitif, il faut changer les règles du jeu, à charge aux filières existantes de s'adapter. Et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs Ariane Espace et Vega, et Avio, en fait. Jusqu'à présent, Ariane Espace commercialisait la fusée Vega construite par Avio. Le constructeur Avio italien a demandé de divorcer d'Ariane Espace. On a vu le Vexit. Et on va voir à Kourou deux sociétés qui étaient autrefois clientes et fournisseurs opérer en parallèle deux lanceurs. Alors, je reprends pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'organisation en question. Donc, Ariane Espace a longtemps été la société qui commercialisait à la fois les fusées Ariane 5 et le petit lanceur Vega. Et Soyouz Soyouz, effectivement, quand les Russes... On avait une famille complémentaire de lanceurs. Tout à fait. Donc, Ariane 5 était le lanceur lourd, Soyouz qui était le lanceur moyen, et Vega, le petit lanceur, construit par les Italiens d'Avio. Donc, exit Soyouz pour les raisons qu'on sait, l'invasion en Ukraine et la fin de la coopération avec les Russes. Et donc, tu parlais du Vexit, donc la sortie de Vega d'Ariane Espace. Donc, Ariane Espace va se retrouver à exploiter uniquement une fusée Ariane, en l'occurrence ce sera Ariane 6, et Avio va devenir exploitant, va devenir opérateur de lancement pour sa propre fusée Vega C, enfin Vega C. Donc ça c'est prévu pour les années qui viennent. Est-ce qu'on peut dire que la sortie de Vega du portefeuille Ariane Espace, de la gamme Ariane Espace, est-ce que c'est une conséquence directe ou indirecte du succès de SpaceX ? Oui, c'est la conséquence à effet par ricochet. Puisqu'on doit clarifier, puisqu'en Europe on demande une clarification et la fin de ce monopole de fait, chacun décide de jouer son propre destin et de maîtriser l'outil de production et la commercialisation. Avio a considéré pendant longtemps qu'elle était mal considérée ou maltraitée par Ariane Espace qui favorisait ses autres lanceurs. Je pense ces considérations un peu infondées, mais Avio maintenant décide de voler de ses propres ailes et exploitera Vega seul. J'aurais une dernière question technique sur la réutilisation, sur la technologie du réutilisable. Est-ce que le futur lanceur européen, celui qui viendra après Ariane 6, sera forcément réutilisable ? Est-ce qu'aujourd'hui on se pose encore la question ou c'est acquis, ce sera réutilisable après Ariane 6 ? Alors c'est pas acté parce que en fait la réutilisation c'est qu'un moyen, c'est pas une fin. Ça permet de baisser les coûts puisqu'on n'a pas à reconstruire, de lancer à coût potentiellement marginal, voire marginal nul et quasi nul. Alors, marginal, ça veut dire juste les coûts d'exploitation. Juste les coûts d'exploitation, là. C'est-à-dire que le deuxième lancement ne te coûte pas aussi cher que le premier. Et la découverte de l'observation des lancements de SpaceX, c'est que ça donne aussi de la souplesse dans la gestion des lancements. Donc, c'est une notion de flotte dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Fondamentalement, ce que veut l'Europe, c'est des lancements moins chers ou plus réactifs. Et donc, la réutilisation paraît une des pistes prioritaires. Il n'y a pas que cette piste-là. Il y a des gens qui disent non, il faut un lanceur le moins cher possible. Donc, par exemple, uniquement à propulsion solide.
Pourquoi pas, on verra. Mais en effet, la réutilisation paraît comme un élément indispensable. Et au-delà juste de considération de marché commercial, parce que pendant longtemps en Europe, on a dit non, ça vaut pas le coup parce que l'Europe n'a pas autant un carnet de commandes qui justifie ces lancements-là. Et en plus, si on se met à réutiliser, on se met à plus produire, du coup, on met les gens au chômage. Et ça, pendant longtemps, ça a été en disant on ne sait pas faire, on a essayé, ça ne marchera pas. Ah, ça marche, mais c'est pas applicable pour nous. Ah, finalement, c'est intéressant parce que déjà, on observe une baisse des prix. Falcon 9, c'est 67 millions de dollars le lancement. Starship, on verra le prix. Mais Musk nous annonce des prix à un coût interne divisé des fois jusqu'à la centaine de dollars le kilo. Ça ne veut pas dire qu'il le vendra à ce prix-là. Vu qu'il est le moins cher sur le marché, il n'a pas d'intérêt à vendre moins cher. Et même si demain, il vend Starship au prix de Falcon Heavy, pour le client, le rapport qualité-prix sera imbattable. Cette technologie, elle paraît indispensable et en effet, elle donne de la souplesse puisque le constructeur devient presque exploitant de flotte. Airbus devient Air France et ça lui donne beaucoup de souplesse. Et donc, à mon avis, c'est une voie c'est une approche qui va se pérenniser. SpaceX a fait le pari, l'a gagné et tout le monde l'adopte. Je vais juste mentionner sur le réutilisable les programmes de recherche et technologie en cours en Europe. Donc il y a notamment la France qui s'est alliée à ses équivalents à ses homologues allemands et japonais sur le programme. Alors celui-là c'est Callisto, merci. Le petit prototype démonstrateur, Callisto, et il y a quelque chose de plus conséquent en taille, plus important en taille, qui est désormais sous l'égide de MySpace, qui est le... Alors il y a Callisto, il y a Themis. Alors Themis c'est un programme de l'Agence spatiale européenne qui utilise le moteur Prometheus, qui est un moteur au départ Prométhée conçu par le CNES mais européanisé avec l'Agence spatiale européenne. Et l'idée de MySpace, filiale d'Ariane Group, c'est d'utiliser ce moteur-là pour un petit lanceur réutilisable. Donc on parlait de 500 kg en réutilisable et en consommable. J'ai vu récemment des annonces qui le portaient jusqu'à 3 tonnes avec un kickstage. Et l'idée, c'est d'apprendre... Un kickstage, c'est un étage supplémentaire. Ouais. Donc en fait, c'est un lanceur qui, en réutilisable, ferait 500 kg, en consommable, ferait 1,5 tonne, voire 3 tonnes jusqu'avec ce kickstage. Et l'idée, c'est d'apprendre à faire de la réutilisation et de rattraper son retard. Et donc il y a ces projets de lanceurs réutilisables. Il y a déjà d'autres lanceurs européens commerciaux en développement. Peut-être qu'un jour, ces gens-là seront réutilisables. Et puis aussi les capsules. Puisqu'on a The Exploration Company qui fait une capsule conique qui ressemble à la capsule d'Apollo de SpaceX. Il y a Ariane Group qui a son projet de... Alors dans The Exploration Company, c'est quel pays ? C'est une société franco-allemande qui développe une capsule cargo, donc un petit démonstrateur mais qui à terme peut faire du cargo et du vol habité. Et il y a aussi Ariane Group avec son avion spatial Suzy qui est une approche assez différente mais qui là aussi veut se positionner sur vol habité. Donc on voit la réutilisation être implémentée, être approchée différemment à la fois pour le lanceur mais aussi pour le moyen de transport. Et c'est un des éléments qui seront intéressants à observer dans les années à venir en Europe. Alors pour moi, les deux projets les plus avancés, même s'ils ont pas mal de retard tous les deux, c'est Callisto d'une part, dont on parlait, et Themis d'autre part. Donc celui-ci est sous l'égide de l'Agence spatiale européenne. Tout à fait, ouais. Merci infiniment Maxime, c'était Thierry. passionnant, j'ai énormément appris. On se retrouve la semaine prochaine, donc le 20 février, autour de l'Airbus A400M. Ce sera notre spécialiste de la défense, Frédéric Lert, qui sera présent sur le plateau, il est incollable. Donc l'A400M, avion de transport militaire de dernière génération, au centre de notre stream du 20 février avec Frédéric Lert. Merci infiniment à tous. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitch, YouTube, Twitter X, Instagram, ça nous aide beaucoup. Merci encore Maxime d'Euroconsult. Merci pour l'invitation. Et beaucoup plus tard à la semaine prochaine. Et entre-temps, suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas la chaîne sur le. Salut. Au revoir.